bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini. Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, 2 invités et à manger. Vincent, tu fais péter le popcorn ? Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Popcorn Club. Alors aujourd'hui, on va se faire part, on va parler un petit peu de cauchemars, de films un peu comme ça. Et on a le plaisir de recevoir une Dream Team qu'on a déjà pu recevoir pour à nouveau parler de cauchemars, parler d'horreur et parler d'autres choses du même acabit. C'est Christophe Mavroudis et Vladimir Delmotte. Bienvenue les gars. Je mange mon popcorn, mais j'essaie de faire du bruit un peu dramatique tu peux. comme ça. Je suis le seul à manger du popcorn aujourd'hui. Je tiens Ouais, à le dire. alors Voilà, parce que j'en ai marre de tousser, tout simplement. Et d'ailleurs, la machine à popcorn, elle est assortie au t-shirt de Freddy. C'est quand même la classe. C'est ça, parce que voilà, il faut préciser que Vladimir aujourd'hui est venu avec son demi-déguisement de Freddy. Voilà, ça fonctionne un peu. Au moins, j'ai tout oublié. Vous avez reconnu au moins, c'est le principal. Oui. Voilà, on a reconnu, c'est le principal. Il a des rayures. Et alors voilà, donc on a pu le dire, le sujet d'aujourd'hui, c'est Freddy Krueger, c'est les griffes de métal et les cauchemars qui sont plus vrais que nature. Mais j'en ai peut-être déjà trop dit. Caro, ça parle de quoi en fait, Freddy ? Oh, alors, Freddy, c'est pas le mec qui... Non, t'en fais... J'ai oublié. T'as oublié ? T'as pas passé une bonne nuit. T'as pas passé une bonne nuit. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as fait des cauchemars ? Non, j'ai oublié que je devais préparer mon intro. C'est pas grave, on va rester là-dessus. Et alors, on va se tourner. Si ça va pour toi, on va se tourner vers nos invités et on va demander. Je suis censée faire une intro où je raconte n'importe quoi et j'ai oublié de la faire, mais je pense qu'on va même laisser ça dans le podcast. Oui, c'est parfait. On aime bien les erreurs. Voilà, exactement. Mirko ne coupe pas. Mirko ne coupe pas. Mirko ne coupe pas. Mais surtout que j'ai vraiment fait des cauchemars cette nuit affreux, horribles. En fait, j'ai rêvé que je me faisais tabasser dans la rue. Et tu t'es réveillé avec des bleus. Non, j'ai boxé mon mec dans le lit toute la nuit. Après, j'ai foutu des coups de pied. Parce que je pensais qu'on m'attaquait et je l'ai frappé toute la nuit. Donc, c'est lui qui s'est réveillé avec des bleus. Non, mais ça Mirko, effectivement, ne le coupe pas. Comme ça, le monde le saura. Le monde le saura maintenant. Bon. Alors, de quoi ça parle, Freddy, les gars ? Alors c'est comme ça qu'il refile la patate chaude en fait là maintenant. C'est non, prépare pas, j'ai tabassé mon mec pendant la nuit, donc maintenant tu racontes les griffes de la nuit. Merci bien, hein. Merci pour le cadeau. Hashtag MeToo, retourner. Mais oui, donc imaginez que vous êtes en train de dormir et puis vous faites un affreux cauchemar, un individu au visage cramé vous pourchasse, tente de vous tuer, vous fait peur, vous blesse et quand vous vous réveillez, vous constatez que la blessure est réelle. Donc le cauchemar affecte réellement votre physique et peut vous mettre en danger. Wes Craven a travaillé autour de cette idée-là donc en 1984. En 1984, donc pour réaliser la date de sortie de la nuit, tout en créant un personnage iconique du cinéma d'horreur qui est Freddy Krueger. Et il n'y a pas de version française rigolote de Freddy Krueger pour ce boogeyman, contrairement à Jackie et Michel dont on a déjà parlé précédemment. Voilà. Même en canadien ? Non, je pense que ça reste, même en version française, ils l'ont pas appelé Frédéric Krueger ou un truc comme ça. Ça aurait été rigolo. Dans le François. 6e, il l'appelle Frédéric Krueger. Dans le 6e, voilà. François, ce serait bien. François Krueger. François Griffouille. Et alors, quelque chose que tu dis, donc effectivement, le premier film, Les Griffes de la Nuit, donc titre français, de Wes Craven qui sort en 1984. La particularité de Freddy aussi, c'est qu'il a fort infusé la pop culture, et notamment aussi parce qu'il a un look particulier. Là, je vais me tourner vers Vladimir qui s'est un petit peu habillé de la sorte. Donc Freddy est immédiatement reconnaissable parce qu'il y a deux, trois éléments caractéristiques. De tous les slashers en fait, qui ont pullulé dans les années 70-80 dans le cinéma d'horreur, on a vraiment Freddy qui est peut-être le look le plus iconique avec le masque de Jason Voorhees qu'on a déjà évoqué. Donc il porte une espèce de pull à rayures un peu déchiré qui est vert et rouge. D'ailleurs le choix des couleurs, c'est parce que Wes Craven avait lu une fois qu'apparemment c'est les deux couleurs les plus agressives mises ensemble pour l'œil humain. Il porte un petit chapeau et le fameux gant dont on parlera peut-être après. Mais... Le fameux gant. Voilà. Avec des Que griffes j'ai de oublié métal, de prendre là. pour vous faire peur aujourd'hui, mais je l'ai chez moi. Mais heureusement que Mirko, qu'il n'était pas à côté de dormi Mirko avec, pendant la nuit, putain. parce que sinon il aurait dégusté.
Et donc, voilà, dernier point, mais ça que Christophe avait évoqué, donc un personnage affreusement brûlé. Donc, film qui sort en 1984, qui est un succès de l'horreur à ce moment-là, et qui, pour le coup, je m'étais dit, il faut absolument qu'on en parle, mais a un casting un petit peu, il y a quelque chose de notable dans le casting du premier, c'est qu'en fait, c'est les débuts de Johnny Depp. Oui, autre chose. Mais là, peut-être qu'on va déjà vite, puisqu'on aborde déjà le casting. Mais effectivement, après que le cinéma d'horreur ait lancé beaucoup de vedettes, ça, on en avait déjà parlé pendant Vendredi 13, donc qui avait lancé Kevin Bacon, qui avait Crispin Glover aussi. Effectivement, la saga des Freddy, parce que on peut même parler de la saga, puisque dans le premier, il y a Johnny Depp, et dans le troisième, il y a Patricia Arquette, qui connaîtront tous une carrière effectivement assez phénoménale par la suite. Mais oui, encore une fois, on est après la question du slasher sur Freddy, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Je suis toujours un petit peu mitigé sur le fait de dire que c'est un slasher, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement on a cette récurrence, c'est que Freddy, ça on ne l'a pas encore dit, s'en prend essentiellement à des adolescents et de préférence, voire même dans certains films ils disent que c'est sa limite, il s'en prend aux descendants, aux enfants de ceux qui l'ont brûlé, vif auparavant, puisque c'est l'histoire de Freddy. Tu dis qu'il y a moins ce côté slasher. En fait, d'après moi, Wes Craven a puisé son idée dans un fait réel, avec cette histoire de gens qui avaient été tellement terrorisés par le génocide qu'ils refusaient de dormir, et donc ils ne voulaient tellement pas dormir qu'il y en a qui en sont morts. Mais ici, il tourne ça justement encore vers les adolescents. Donc vraiment, ce slasher avec le méchant masqué ou brûlé, ça fait quand même un peu masque, mais qui poursuit quand même des adolescents. Donc pour moi, il y a quand même un côté slasher. Oui, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que beaucoup en parlent en la matière. Pourquoi, avant peut-être de revenir plus en détail sur la genèse du film, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont les Griffes de la nuit sont arrivées sur les écrans. Pourquoi est-ce que c'est-à-dire que je trouve que contrairement, par exemple, à un film comme les Vendredi 13, du moins jusqu'aux tout derniers épisodes, ou même les Halloween, c'est-à-dire que la part du fantastique dans les Griffes de la nuit est super importante, aussi importante au moins que les meurtres. Exactement. Ça prend part dans une idée qui pour moi est vraiment géniale, c'est justement que ça a lieu dans des cauchemars, et donc ça peut prendre... on est complètement dans du surnaturel ici, alors que la plupart des slashers ne donnent pas dans le surnaturel. C'est ça. Par exemple, on avait évoqué un Vendredi 13, mais Vendredi 13, pour avoir la part surnaturelle, je crois qu'il faut attendre le 5e, le 4e ou le 5e. La résurrection. C'est ça, la résurrection du personnage, parce qu'en réalité, ça reste un être humain, ce qui n'est pas du tout le cas ici. À partir, je viens de tous me les refaire la semaine passée, j'ai vraiment souffert sur la fin. Oh là là. Magnifique. Mais c'est vrai qu'après que la création du bout de Freddy, elle arrive après, pas mal de temps après Michael Myers, et même après Jason, mais d'ailleurs c'était une idée qui plaisait pas spécialement à l'origine. Et je pense que ce qui peut être intéressant aussi quand on parle parce que Freddy Krueger, c'est à la fois une icône, mais c'est aussi les Griffes de la nuit, c'est aussi le lancement d'un studio qui va devenir super important et qui a toujours une grande importance dans la manière dont la série a évolué, qui est en l'occurrence la New Line. Alors la New Line à l'époque, c'était une toute petite structure qui à la base faisait de la distribution, qui était dirigé par Bob Shaye, entre autres, et qui notamment a connu son heure de gloire à la fin des années 90 et au début des années 2000, d'abord en prenant des projets de plus en plus ambitieux, donc c'est eux qui ont produit Seven, par exemple, de David Fincher, et surtout au début des années 2000, ils ont produit Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Un tout petit film. Voilà, un tout petit film. Peter Jackson, qui d'ailleurs a travaillé un temps sur un des Freddy. Oui, il devait réaliser un des Freddy. Il était prévu à la base, mais je crois qu'il a failli écrire le scénario. Mais il a écrit un scénario, mais qui n'a pas... il a écrit une version de scénario, mais qui n'a pas été gardée. Je pense qu'on en reparlera un peu quand on parlera vraiment du Freddy 6. Alors là-dessus, qui est particulier. Qui est particulier. En fait, chaque Freddy a cette particularité. Donc en fait, à l'époque, Bob Shaye cherchait un film, voulait produire du cinéma en fait. Et il cherchait un sujet, entre autres, et il se trouve qu'il rencontre Wes Craven, qui avait un sujet que personne ne voulait produire, et qui était donc justement cette histoire d'un tueur d'enfants qui était massacré, qui était brûlé vif par la population d'une petite ville, et qui revenait hanter et tuer les enfants de cette population. Alors Wes Craven, c'était déjà un routard du fantastique et de l'horreur. C'est un personnage un peu particulier, puisque déjà il entame le cinéma assez tard, c'est-à-dire qu'il commence la réalisation, il s'intéresse au cinéma dans les années 30, mais avant il a un cursus de prof de littérature et tout ça, donc c'est quelqu'un de très érudit, Wes Craven, en fait, avant de se lancer dans le cinéma. Mais quand il se lance dans le cinéma, il se lance beaucoup, comme beaucoup de personnes à l'époque, dans l'horreur, parce que c'est un moyen de commencer sa carrière. C'est lucratif. Voilà, c'est lucratif, parce que via le cinéma d'exploitation, il y a moyen de démarrer une carrière dans le cinéma et de commencer à se faire son nom. Et d'ailleurs, il commence sur des films
particulièrement trash pour l'époque, dont notamment la dernière maison sur la gauche. La dernière maison sur la gauche, et J'adore ensuite La colline à des yeux, entre autres. Donc, et je pense que c'est déjà à l'époque, il travaille avec Sean S. Cunningham, qui plus tard produira Vendredi 13. Voilà, justement, tout est lié. Voilà, tout est lié. C'est tout ce petit monde du fantastique se connaît. Les deux vont s'entraider nous, en d'ailleurs. fait. Tout à fait. Les deux vont s'entraider sur leur plus gros succès respectif, on va dire, niveau populaire en tout cas. Oui, tout à fait. Donc il y a vraiment toutes ces connexions-là qui sont là. Et voilà, quand à un moment donné, Bob Shea dit je vais essayer de trouver l'argent pour faire donc, ce projet de Nightmare on Elm Street, qui deviendra en français, comme tu dis tout à l'heure, Les Griffes de la Nuit. Un très beau titre pour le coup. Assez rarement. Ça fonctionne rarement. Je trouve que c'est un très beau titre. Et d'ailleurs, le film a une affiche, va toujours avoir une iconographie, je trouve, très riche. Et qui donne très envie de découvrir les films. Et en l'occurrence, Wes Craven dira lui-même qu'une de ses préférées, c'est la version française qui a été faite par Melky, avec ses griffes qui déchirent le ciel, qui est une idée absolument géniale. Et c'est même une des caractéristiques de la série, c'est qu'elle va pouvoir ponctuellement, pas assez souvent à mon goût d'ailleurs malheureusement, générer des images aussi fortes que ça, en exploitant justement la thématique onirique, enfin le potentiel onirique de son personnage principal, quoi. Tout à fait. Et alors oui, tu parlais des titres français, mais moi j'avais envie de faire une petite réflexion que je pense que pour les titres français, si on mettait pas le mot griffe ou cauchemar je crois que le générateur de titres français implosait, parce que voilà. Parce que même la fin de Freddy, mais l'ultime cauchemar, donc il reste quand même. Oui, voilà, il y a c'est deux deux points. Cauchemar, Les titres sont quand même assez proches en VO et en VF, pour le coup, à part pour le premier, du coup, mais les autres, il y a toujours Dream ou Nightmare qui est dans Nightmare on Elm Street forcément, mais je veux dire, même dans les sous-titres des films, il y a quand même souvent la traduction littérale. Tout à fait. Et il y a vraiment quelque chose de fort dans cette série, en fait, qui frappe au niveau de l'imaginaire, je crois, et qui explique en grande partie le succès, même si à la base, l'idée d'un tueur de cauchemars, c'était justement ce qui avait tendance à dérouter les producteurs. Ils n'étaient pas spécialement... Ils disaient, mais voilà, ils n'étaient pas fans. Ils disaient, mais qui va y croire à cette histoire ? Question aussi que je me pose, c'est si tu veux respecter parce que justement, il y a quelques jours, vous étiez tous les trois pour faire une présentation d'un petit film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Scream 5 et où vous décortiquiez ce qui faisait l'essence d'un slasher. Et en gros, un slasher, il y a cette idée qu'il faut que ce soit absolument ancré dans le monde réel, en réalité. Et c'est vrai que de se dire, mais comment finalement on respecte certains codes, comme par exemple celui de la Final Girl qui arrive à s'en sortir, etc., alors que tu as l'impression que ce gars n'a aucune emprise sur la réalité, parce que comment affronter quelqu'un qui est finalement dans des rêves, quoi. Comment faire pour trouver... Et là, je trouve que le film a du mal à trouver... Moi, j'ai cette impression, en tout cas par rapport au premier film, que l'explication donnée, elle est vite jetée sur le côté pour dire, voilà, il suffit juste que tu lui donnes pas de force. C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir peut-être un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que on doit revenir sur beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire qu'on soulève déjà pas mal de trucs, mais c'est parce qu'ils sont importants. Et c'est vrai qu'en même temps, la saga a toujours fluctué dans les règles, même de ce qu'on peut faire dans les rêves. Elle en a d'ailleurs régulièrement réinventé d'épisode en épisode, je pense, justement pour redéfinir un petit peu jusqu'à quel point on pouvait affronter Freddy. Et d'ailleurs, ça a toujours été relativement flou. Très honnêtement, même je dans le remake, comprends très rarement comment il meurt dans chaque film. Je sais pas si c'est le même cas pour vous, mais c'est quelque chose, je trouve, qui est j'ai assez spoilé, récurrent. Freddy meurt. Freddy meurt à chaque fois. Un spoil. Mais donc il y aura 7 films 7 films officiel. Non, voilà, j'ai presque envie de dire, il y aura 6 films, puis un film méta, puis ensuite 2 films étranges. 2 films étranges, le crossover Freddy contre Jason, et puis le remake effectivement en 2010. C'est rude. En ce moment, j'ai pas beaucoup. Il y a des choses intéressantes à dire sur le remake, mais pas forcément qu'on l'aime bien. Enfin, peut-être que d'autres personnes l'aiment autour de cette table. Mais le remake, ils ont un peu repris cette idée que Freddy avait été un enfant maltraité, si je ne me trompe pas. Non, ils ne le reprennent. Il y avait cette idée pour le premier, mais qu'ils ont abandonné, et puis si on en parlait peut-être plus tard. Oui, c'est vrai qu'il y a trop. Quelque chose que tu soulèves ici, il y a l'idée qui sera exploitée dans le remake que Freddy était pédophile en fait, alors que c'est un tueur d'enfants, et Craven a hésité à un moment donné effectivement, apparemment, à lui donner cette idée que c'était un pédophile, mais ça a été retiré, à mon sens, à bon escient. On en parlera encore plus tard. ça va faire beaucoup de choses. Mais en fait, je pense que ça peut être intéressant de parler du ressenti, moi, que j'ai eu par rapport aux Griffes de la Nuit, parce qu'à l'époque où le film a commencé à être distribué en VHS, moi, je n'étais pas du tout féru de films fantastiques, et c'est vraiment un des films qui m'a terrorisé. Je trouve que cette idée de tuer dans les rêves est d'une puissance assez incroyable, et en fait c'était à l'époque où le troisième allait sortir, donc il commençait à y avoir un afflux très populaire, et j'avais un pote, donc on avait 10-11 ans, qui était super fan de Freddy, qui voyait avec son grand frère, et il voulait absolument me le montrer, on a commencé à regarder le film.
et donc qui débute avec notamment la présentation des personnages, mais il débute très in media res, on est directement dans un cauchemar. Et on nous présente donc les personnages de Tina, de Nancy et de leur petit copain. Et très vite, au bout de 15 minutes, il y a un des personnages qui est présenté qui meurt dans des circonstances absolument épouvantables, dans une scène incroyable. Dans la chambre. Dans une scène, le meurtre de Tina, elle meurt. Donc Freddy on rappelle qu'on est en 84. On est en 84, donc Freddy s'en prend directement à elle dans ses cauchemars et passe vraiment à l'action. Et on voit les conséquences dans le monde réel de ce qui se passe dans le cauchemar. Donc on voit le corps de Tina qui vole, qui se fait éventrer, du sang qui gicle dans tous les sens. Elle finit au plafond, etc. J'ai été épouvanté comme jamais. Je pense d'ailleurs que c'est après une des caractéristiques qu'on peut voir dans Craven, c'est-à-dire que dans tous ses films, il y a quand même souvent, il n'a pas peur d'y aller au niveau de la violence, de la représentation de la violence et du sang. Et c'est quelque chose, jusque dans les Scream, bien sûr. Jusque dans le premier notamment, il y va fort. Quoi. Et là, il n'hésite pas à mettre le maximum dans ce premier meurtre, et je pense que ça fait, t'as vraiment peur que ça se reproduise. Moi, en tant que gamin, j'ai dit tu coupes ça tout de suite. J'ai plus revu le film avant, je pense, facilement mes 16 ans. Là-dessus, et il y a toujours quelque chose qui m'habite quand je revois la scène. Il y a quelque chose de cette peur ressentie quand j'étais enfant qui revient. Et il y a le deuxième film qui possède aussi une scène qui m'a terrorisé, mais dont on parlera plus tard. Qui est, en fait, c'est-à-dire que je suis curieux de savoir ça pour le deuxième, sans être hyper attaché à la saga, ça reste une des séries qui a au moins 2 scènes qui m'ont vraiment foutu la trouille, et c'est pas courant aussi. Mais moi, le premier, je l'avais découvert, je devais avoir 11-12 ans aussi, j'avais été loué en vidéoclub, quand ça existait encore. Mais pareil, en fait, moi j'avais en tête cette idée que c'était un des premiers films d'horreur que je voyais après Scream et La Mouche, et je me disais mais le premier est forcément plus soft que les autres en fait, parce que les autres ont l'air tellement de dire à chaque fois ça va être pire. Enfin, quand tu regardes sur les jaquettes, quand t'es gamin, tu comprends pas trop. Et en fait, du coup, t'as vraiment ce truc où, pareil, le meurtre de Tina, moi, ça a été un cauchemar, sans mauvais jeu de mots, un énorme cauchemar. La main qui sort de la baignoire aussi, et quand il essaie de sortir du mur, mais ça, on en parlera après. Mais vous avez vu le making-of de. Enfin, j'ai cette chance énorme d'avoir tous les DVD de tous les making-of de chaque film. Et la façon dont ils ont tourné cette scène avec Tina est incroyable. Tu te dis, t'es en 84. Exactement, c'était pour ça que je voulais rappeler la date, c'est qu'il y a des effets spéciaux que je trouve vraiment exceptionnels dans ce premier film. Elle n'a pas pris un coup de vieux, cette scène. C'est incroyable. Et même en connaissant le dispositif, donc l'idée c'était une pièce qui était montée et qui tournoyait, on faisait tourner la pièce. C'est que le moment où Tina décolle des draps et virevolte comme ça, j'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont fait pour que ça donne comme ça. Dans le plan, tu vois même son compagnon qui est toujours droit dans le cadre. En fait, moi, c'est un truc quand même toujours maintenant, je me dis c'est vraiment d'une ingéniosité totale, d'autant que le budget a été très difficile à monter, l'équipe a dû tourner une première semaine sans budget, travailler une première semaine sans budget parce qu'une partie du financement a été perdue. 15 jours finalement. Voilà, et finalement ils ont dû retrouver tout ça. Enfin, ça a été très complexe, à tel point même que le premier jour de répétition, Wes Craven n'est pas venu parce que son agent lui avait dit il n'y a pas d'argent donc tu n'y vas pas. Et en fait, après, sur tout le film, c'est assez marrant parce que le film fonctionne super bien. Et après, d'ailleurs, New Line a pu utiliser son passif de distributeur pour faire en sorte que le film fonctionne très bien, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à le distribuer après. Mais tu peux sentir que d'emblée, il y a à la fois Wes Craven qui a des choses à défendre, mais il y a aussi le producteur Bob Shaye qui a une idée très précise, visiblement, du potentiel de ce qu'il veut faire avec le film, quoi. Et il y a toujours eu entre les deux, notamment sur le premier film, une espèce de bataille qui était presque une bataille d'ego et de propriété sur à qui est le film, à tel point que on peut voir, d'ailleurs tu parles des documentaires qui ont été faits sur la série, c'est le nom de Bob Shaye revient hyper régulièrement. Il y a très peu de films, sur tous les films. Il joue même dans un film dont on parlera plus tard. Tu as parlé du côté méta, vous savez tous de qui il s'agit déjà. C'est même assez rare, je trouve, un producteur comme ça. Enfin, je connais assez peu de producteurs où je peux citer leur nom comme ça directement, et Bob Shaye, pourtant, c'est un que je connais Weinstein, non ? Oui, la star du... on va en parler. Mais Bob Shaye, justement, c'est un peu ce truc où c'est un des rares producteurs dont j'ai entendu parler, vraiment ultra impliqué sur la saga, mais il y a eu l'histoire du premier où effectivement, on savait pas si ça allait être un succès, où il y a eu un petit conflit d'ego sur le tournage, mais par la suite, on a l'impression plutôt que c'est plutôt bonne ambiance à ce niveau-là. Enfin, vraiment producteur impliqué presque artistiquement dans le projet, quoi. Je crois qu'il a vraiment un intérêt à ce que le film se fasse et fonctionne aussi bien que possible. Il avait pris un gros risque, je crois, à l'époque en plus. Il jouait tout. Il disait si ça marche pas, New Line c'est fini. New Line c'est fini. Donc il y avait vraiment de gros enjeux qui pesaient sur le film. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit autour du film qui est effectivement de l'ordre de ces petits miracles qui fait que il y a quelque chose qui imprime automatiquement le spectateur quand il le voit. Presque au-delà peut-être des qualités réelles du film qui sont là. Je veux dire, je pense que le premier reste un des
un des sommets de la série en la matière. Je pense d'ailleurs qu'en même temps, la plupart des films ont quand même des choses à défendre, beaucoup plus qu'un Vendredi 13 par exemple. Là, il y a toujours des choses à dire sur chaque Freddy d'une manière générale. Mais ceci dit, le film en lui-même a vraiment des images qui sont super fortes. Il y a une image que j'adore aussi, dont tu parlais, Vladimir, qui est celle du moment où tu as Freddy qui a l'air de vouloir sortir du mur au-dessus de Nancy quand elle dort. Exactement, ça aussi. Et Dieu sait que je pense que ça va inspirer Peter Jackson sur The Frighteners, carrément. Qui va directement sortir. Et le film est plein de ce genre d'images, ou aussi évidemment cette image super freudienne au possible, où tu as le gang qui sort de la baignoire entre les jambes de Nancy. Ça, pour moi, c'est vraiment du pur génie. Du pur génie d'avoir pensé à ça. Qui sont d'ailleurs... Ouais, vas-y. Non, pardon. Il y a aussi ce truc, parce qu'il y a le slasher, on est habitué Vendredi 13, Halloween, etc. Ce sont des personnages qui n'ont aucune expression. Là, on a aussi cette nouveauté où le méchant... hyper expressif. Si on parle du casting après ou autre, mais ce gars qui va rester Robert Englund sur tous les Freddy, ou presque... Sauf un. Il a une gueule, on peut dire gueule. Hein. Ouais. Il a ce jeu d'acteur incroyable qui fait que moi il me fait beaucoup plus flipper qu'un Jason ou qu'un Michael Myers, parce que il est parfait. Mais c'est sûr que c'est bien que tu amènes ce truc là, parce que il y a quelque chose qui se passe avec le casting justement là-dessus. Enfin, quand on a présenté Scream, c'est quelque chose sur lequel on peut insister. Je pense que Craven s'attarde quand même vraiment au portrait de cette jeunesse américaine en fait. Il soigne malgré tout son casting, il veut qu'on puisse y croire, et donc encore une fois, il y a une empathie qui se crée avec eux. C'est pas juste de la chair à canon non plus. Et lorsqu'il aborde le personnage de Nancy, apparemment c'est la fille de Wes Craven qui lui a dit je veux plus d'une héroïne qui court, qui tombe, qui se casse la gueule et qui se fait massacrer, quoi. Et donc ça a amené effectivement à faire une Final Girl beaucoup plus combative. C'est-à-dire qu'à un moment elle prend les devants, elle prépare sa défense, elle va même jusqu'à préparer des pièges. Était pas mal en défense. Jamie Lee, mais elle était malgré tout sur la fuite, alors que là on a un personnage qui même agresse le personnage. Elle décide de s'en prendre à Freddy. Je vais te ramener. Je l'avais regardé donc avec ma compagne pour préparer cette émission, et à chaque fois dans la séquence du premier Freddy, je dis là on arrive dans Seul à la maison, dans Home Alone. En fait, c'est la séquence Home Alone en fait que j'ai, parce qu'elle prépare ses pièges. C'est exactement ça en fait. Elle fait des boum je t'attrape, j'aime bien aussi dire là-dessus. Mais pour revenir sur Robert Englund, effectivement, à la base, souvent quand tu prends des personnages comme ça, comme ils sont masqués ou déguisés, tu dis que t'as pas besoin d'un acteur, donc tu prends plutôt un cascadeur. Exactement. Et là ils vont effectivement passer un casting. Au départ, c'est pas lui qui était prévu. Il voulait pas du tout un personnage. Mais il voulait pas du tout un personnage comme ça, Wes Craven, parce que Robert Englund est peut-être un peu plus rigolard, un peu plus actif. Là où il imaginait, d'ailleurs peut-être, on en reparlera peut-être après dans les origines de Freddy, parce que là on s'éparpille beaucoup. Mais c'est qu'à la base, Wes Craven imaginait plutôt un personnage assez âgé, barbu, pour plusieurs raisons. Mais donc c'est en voyant Robert Englund jouer qu'il s'est dit écoute, ça finalement ton jeu me plaît beaucoup, donc il a été pris assez vite. D'ailleurs, il était quand même jeune en fait au final par rapport à Robert Englund était non seulement jeune, mais en plus à l'époque il avait une véritable popularité grâce à la série TVV, justement TVV, la série TV V, où il incarnait un personnage positif qui était Willy, qui était le gentil extraterrestre. Nous, à l'époque, on le connaissait pour ça. Moi, quand j'ai appris qu'il était un personnage de film d'horreur, j'avais presque l'impression que c'était déloyal. Alors quand tu sais qu'après, c'est un de ces acteurs qui a été prisonnier de son rôle. On l'a plus rappelé que pour des petits caméos dans les films d'horreur pas très bien branlés. Il a aussi réalisé un film, d'ailleurs, c'est important à dire. Mais en même temps, il a toujours joué de ce statut-là. Et Robert Englund, je pense, a vraiment pris à bras-le-corps le personnage de Freddy, et Dieu sait qu'il l'a interprété, mais presque jusqu'à sa propre caricature en fait. On sent qu'il a joué à un moment donné le jeu du croque-mitaine populaire après l'avoir incarné dans le premier film, le deuxième et le troisième, je veux dire, de manière très premier degré en fait. Dans le premier, Freddy, alors oui, il balance quelques bons mots, mais c'est avant tout c'est un danger. Mais après sa popularité grandissant, il va de plus en plus devenir un croque-mitaine un peu marrant, que tout le monde connaît et qu'on aimerait bien montrer à des gosses aussi. D'ailleurs, moi je trouve que c'est un de ces films où, même en le découvrant avec le recul, même en l'ayant découvert gamin, je savais forcément que Freddy tuait dans les rêves, etc. et à quoi il ressemblait. Et c'est un de ces films où je me dis, j'adorais le découvrir comme en 84, sans rien savoir, et voir ce personnage arriver d'un coup, qui sort de sa main de la baignoire, des choses comme ça. Je me dis, qu'est-ce que ça devait être en 84 quand on n'avait aucune idée de qui c'était ou quoi. Et comme pour Jason, quand on avait parlé sur Vendredi 13, c'est un authentique personnage de cinéma. Il n'y a pas de Freddy qui existait dans la littérature ou quoi avant. Et donc le personnage est peut-être un des personnages les plus connus de l'histoire du cinéma. Je pense même ma mère, qui n'est pas du tout dans les films d'horreur, connaissait Freddy, etc. Et c'est fou de voir la place qu'il a pris, quoi. Et par rapport au monde du slasher, tant qu'on en parlait tantôt,
Tu disais par rapport aux personnages qui sont peut-être beaucoup plus attachants, et c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment frappé en revoyant les films pour le podcast. C'est fou, même dans les films que j'aime moins, tous les personnages sont vraiment beaucoup plus développés, ont beaucoup plus d'attrait pour le spectateur que dans un Vendredi 13 ou Halloween, ou même, tu disais, Caro, Jamie Lee Curtis, qui reste une icône, etc., mais qui reste quand même à un stade Retourne-toi, vraiment... Private joke. Mais non, mais c'est assez flagrant dans Freddy, d'autant que dans le monde du slasher, finalement, il arrive quand même assez tard après les autres. On a Psychose en 60, Black Christmas en 74. 74, Halloween en 78, puis Vendredi 13 en 81 ou 81, je ne sais plus. 81, donc en 84. En 80, et Jason qui arrive en 81. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en 84, on doit déjà être au 4e Vendredi 13 a priori. Donc, c'est vrai, on avait dit dans une émission c'était un par an. Voilà, donc là où les Freddy, on en parlera après, mais c'est grosso modo 10 ans en fait la saga de base. Mais donc c'est assez particulier. Effectivement, je trouve que tout le monde dit que c'est un slasher parce que oui, c'est le mec qui tue avec des couteaux, des jeunes adolescentes, etc. Mais ça en sort tellement. Puis là, le fantastique est mis directement dans l'univers. Là où avant, il y a toujours un moment dans Halloween, dans Vendredi 13 ou que sais-je. Ça part un peu en sucette, quoi. Ouais, c'est ça, où il faut envoyer dans l'espace ou que sais-je. Mais non, les prochaines, ça. Mais non, ça a vraiment sa particularité dès le début. Est-ce qu'on passe quand même au film 2 ? Sinon, on ne va pas en sortir, tu crois ? Alors oui, oui, effectivement. Effectivement, on va peut-être faire ça. Mais on peut continuer à parler de thématiques, mais en passant par tous les films, peut-être. Oui, c'est ça. Et alors, je vais peut-être juste rebondir, parce qu'effectivement, je trouve que Freddy, c'est un personnage... C'est comme tu le dis, il y a un côté iconique derrière ce personnage-là. Et je me demande aussi si c'est pas parce que, déjà, comme on l'a dit, il est immédiatement identifiable, ça oui, mais surtout, il a été énormément cité, j'ai l'impression, dans la culture populaire par d'autres choses. Moi, il y a surtout un truc là qui me vient en tête, parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, c'est dans Rick et Morty. Il y a un épisode spécial qui parodie à la fois Inception et à la fois Freddy, parce qu'en fait quand ils arrivent tout en bas des strates de rêve, en fait ils sont bloqués dans le monde de Freddy, sauf que voilà, c'est pas exactement le même Freddy, mais si vous connaissez pas, pour les deux du fond qui connaissent pas, s'il vous plaît, allez regarder, vous verrez. J'ai un fan de Rick et Morty à la maison qui me montre ça, et celui-là je dis ah oui, c'est il cool. est bien. Peut-être deux petites anecdotes sur le premier avant de passer aux deux, juste une qu'on dit très, très peu souvent. Est-ce que vous avez vu le film Dreamscape par hasard, sorti en 84 aussi, c'est un film de SF avec Dennis Quaid et l'épouse de Spielberg, j'ai oublié son nom, Kate Capshaw, et que ça a été un film en fait justement quand il a proposé son scénario, Wes Craven, donc on a dit effectivement oui, mais les rêves ça va faire peur à personne, et en fait surtout c'est parce qu'on savait qu'il y avait un film, d'ailleurs je crois qu'il est produit aussi par la New Line si je me trompe pas, mais qui a du coup été vraiment le point final pour dire en fait ton film se fera pas parce qu'il y a déjà un film sur les rêves, mais en tout cas regardez Dreamscape si vous avez l'occasion parce qu'il est vachement cool. Ah non, j'écoute. Et la dernière, c'est par rapport c'est vraiment peut-être la plus connue par rapport à Robert Englund, tant qu'on parlait de lui, c'est qu'en fait avant d'aller faire le casting pour Freddy, il avait été faire un petit casting pour un film qui s'appelle Star Wars, vous connaissez? Et en fait, donc ça n'a pas été pour faire le rôle d'un certain Han Solo. Mais donc il est revenu chez lui et dire à son colocataire, ouais, mais tu devrais aller faire le rôle de Luke Skywalker parce que son colocataire c'est Mark Hamill. Et donc c'est Mark Hamill a été grâce à lui faire l'audition pour Luke Skywalker. Je savais pas du tout cette histoire. Merci Freddy. Non, parce qu'on parle des origines, je pense qu'à un moment on parlera un peu moins, mais c'est Kruger est un nom qui revient chez Craven, notamment. Enfin, il était déjà présent dans La dernière maison sous la gauche, sur la gauche. L'agresseur, le violeur s'appelle Krug. Et en fait, apparemment, Freddy Krueger était le nom réel d'une personne qui bullshitait Wes Craven quand il était gamin. Et apparemment, Craven a la dent dure. Oh là là. Et n'oublie pas le mal qu'on lui a fait. Oh là là. Et comme on va bientôt passer à la suite, ce qui va se passer dans les autres films. Donc dans Freddy 2, on peut dire Freddy 2. En fait, Freddy 2 va partir sur une idée, va essayer de réinventer les choses, ce qui est pas plus mal à mon sens, mais le terrain en fait de Freddy est pas spécialement bien délimité au niveau fantastique dans le premier. C'est-à-dire qu'on a un concept qui est là, mais d'ailleurs ça va se sentir à la fin du film, il y aura 9 fins à la fin 9 fins tournées, je pense, du premier Freddy. Et c'est là qu'on voit qui traîne des casseroles le film parce qu'il a pas beaucoup de budget. Genre tout à fait. Moins de 2 millions. Tout à fait. Donc et en fait, je pense que non seulement ça vient d'un conflit entre Craven et Bob Shaye qui voulait finir le film de manière différente, mais je pense aussi que la fin, le setup fantastique étant pas forcément bien défini, on ne sait pas non plus vraiment comment en finir avec Freddy, et ce sera quelque chose de récurrent dans chaque film. C'est vrai. Donc, mais celui-là, je trouve que particulièrement, ça fait vraiment tâche sur le film que je trouve quasiment parfait, sauf la toute fin. Bon, la mort de Freddy qui est un peu bas, et la toute fin qui effectivement il y a eu 9 fins tournées. La mort de Freddy, ce qui est assez marrant, je trouve qu'il y a presque une similitude avec la manière dont Stephen King va gérer le personnage de Gripsou, le clown dans ça. C'est-à-dire que j'ai toujours vu une espèce de correspondance entre Gripsou qui est en même temps
prend la forme de ce qui te fait peur, donc souvent la forme d'un cauchemar, et le fait que pour l'affronter, tu vas utiliser les ressources de ta propre imagination pour contrer la créature. Peut-être qu'en 84, c'était un truc où, maintenant aujourd'hui, c'est un cliché de faire en fait, si je ne fais pas attention à toi, tu n'existes pas. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était quelque chose d'un peu plus. Il y a certains Harry Potter qui reprend ça aussi pas mal. Oui, tu affrontes ta peur. Après, Star Wars en parlait aussi, tu en parles là-dessus. Et quand ils vont faire le 2, il va y avoir un concept d'ailleurs que Craven va rejeter, c'est notamment l'idée, cette fois-ci, que Freddy veut pouvoir revenir dans la réalité. La fameuse scène de la piscine, il y a quand même une énorme controverse par rapport à ça, où Freddy, personne ne dort, il est quand même là. Quoi. Donc voilà, mais c'est justement ça, c'est-à-dire que le pitch du 2, c'est donc on a un jeune héros qui s'appelle Jesse qui emménage avec sa famille dans la maison de Nancy, donc 5 ans après, qui était l'héroïne du premier film. Elle a déménagé, elle a été internée, sa mère est morte et tout ça. Donc ils reviennent et Jesse commence à faire des cauchemars où il revoit donc Freddy. Et tout ça, mais Freddy veut utiliser le corps de Jesse pour tuer dans le monde réel et venir en fait dans le monde réel, s'extirper du cauchemar et arriver dans le monde réel, ce qui va pas plaire du tout à Wes Craven comme concept. Il va dire ça, je n'y touche pas. Et la réalisation va arriver à Jack Sholder. C'est ça. Et on a failli perdre Robert Englund parce qu'au départ, il ne voulait pas le faire. Il trouvait que le salaire n'était pas assez haut et il ne voulait pas lâcher. Et finalement, on a dit OK, on va te payer plus cher. Il est revenu. On a failli le perdre sur le deuxième. Enfin, je dis je papote, mais on a failli perdre cet acteur fou. En fait, c'est bizarre avec le soleil, je ne vois plus du tout tes expressions. C'est passé sur toi maintenant. Oui, ça y est, je ne vois plus rien. Et alors, donc, la particularité de cette revanche de Freddy, c'est la revanche de Freddy en 1985. Donc, à nouveau, là, on est sur un rythme de production un an après. On connaît un peu. Ça va être quasiment un par an, quasiment. Un par an tous les 2 ans. Donc, comme on avait pu dire, c'est là aussi qu'on va pas pouvoir s'en empêcher de faire des petits liens avec Vendredi 13, mais on est à peu près dans le même genre de logique de production, en tout cas pour les films. Alors, la revanche de Freddy, ça reprend pas du tout donc des membres du casting original, si ce n'est évidemment Robert Englund, comme tu l'as dit. Et alors, le truc qui me plaît beaucoup, moi, avec ce deuxième volet, c'est qu'il y a un sous-texte homo. Il y a un sous-texte homo qui est fort présent, comme ça, fort prégnant. Avec mes potes, on aime bien dire que c'est du crypto-gay. Oui, voilà, c'est du crypto-gay. T'avais déjà je crois que tu m'en avais déjà parlé en off il y a longtemps. Je crois qu'on avait évoqué des films comme Top Gun ou Commando. Et il y avait aussi ce Freddy 2. Mais apparemment, de ce que j'ai lu, le scénariste aurait mis sous-texte, mais que le réel ne s'en rendait pas vraiment compte au départ. Il l'a renié pendant des années. En fait, le scénariste, c'est genre, je crois, un peu avant les années 2010 qu'il a finalement avoué que Freddy était pour lui en fait une métaphore de l'homosexualité de Jesse dans le film. Parce que, en fait, tout le film est bourré de symboles comme ça. Déjà, le personnage principal, on lui a dit. Pourtant, là, c'est le réalisateur qui lui a donné cette consigne. C'est tu vas être un Scream Queen version garçon. Oui, mais c'est ça qu'il dit. C'est même peut-être même le seul encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'il hurle tout le temps. Mais par contre, effectivement, la question du contexte mort, c'est marrant de se dire qu'il ait pu avoir un doute là-dessus quand tu revois le film avec cet éclairage-là. Au-delà du fait, effectivement, que tu as des dialogues du genre Jesse qui dit « Je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie d'entrer en moi ». Et tout ça. Ça ne marche pas trop avec les filles. Voilà, il est constamment torse nu, couvert de sueur. Avec son pote qui font des pompes dans la pelouse. Ils se baissent leur futal quand ils se battent dans la poussière. Et il y a ce fameux prof. Je laisse parler du prof de gym, Vlad. C'est-à-dire que, je ne sais plus par contre si c'est dans un cauchemar ou dans la réalité, mais en gros, Jesse se retrouve finalement. Il a quelques soucis avec son prof de gym qui n'arrive pas à le blairer, mais qu'il se retrouve finalement. Dans une espèce de boîte. Dans un rêve. C'est dans un rêve, dans une boîte gay plutôt typée cuir. Et il croise son prof de gym, du coup, habillé en tenue que je vous laisse un peu imaginer, un peu à la Hellraiser, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Pour finir, le prof. Il dit t'as rien à faire là, donc tu vas aller faire des tours du terrain de la salle de gym de l'école pendant 2 heures pendant la nuit. Pour finalement une scène de meurtre que je ne sais pas comment décrire, à vrai dire. Écoute, il lui fouette les fesses avec un essuie. Voilà, il lui fouette les fesses avec un essuie. Un truc assez fou, donc il y a déjà Jesse effectivement qui doit prendre sa douche après tout ça, mais c'est pas présenté comme un cauchemar, tout ça. C'est vraiment. C'est ça que moi j'avais un doute. Il se retrouve dans une espèce de crise de somnambulisme. Il arrive dans une boîte. Parce que chaque fois il est un peu à côté de ses pompes. Dans une boîte SM comme ça où il croise son prof qui est en cuir. Il est techniquement en train de dormir. Il y a une scène assez effectivement incroyable. Je ne sais même. En fait, c'est toujours marrant de se dire, mais comment est-ce que tu penses une scène pareille et comment tu la traduis avec toute une équipe à un moment donné. Puisque tu as le prof, pendant que Jesse prend sa douche, qui prépare son prochain sévice, je sais pas ce qui se passe, puis il se fait attacher par des cordes à sauter qui le traînent jusque dans les douches. Il est soulevé par les cordes à sauter, donc il se retrouve dans une position comme ça, très prédisposé à se faire fesser. Et puis il y a tous ses vêtements qui sont arrachés, donc il se retrouve cul à l'air.
Il y a des serviettes qui se mettent à voler dans les douches pour lui fouetter les fesses. Et puis il y a Jesse qui regarde tout ça tout nu. Avec le gant de Freddy qui a d'un seul coup a spawné sur sa main. Voilà, il sort. Et puis en fait, il y a Jesse qui regarde ça. Puis tu as toute la buée due à l'eau chaude qui arrive. Et puis il y a Freddy qui sort comme ça, sa silhouette, qui vient donner juste 2 coups dans le dos du prof. C'est assez sobre. Et puis Jesse qui se réveille. Et là, il a le gant de Freddy sur la main. Et il hurle. Ce qu'il fait souvent dans le film. Ouais. Il hurle beaucoup. Il le fait très bien. Mais je connais pas Jack Shoulder, mais bon, lui ne serait pas à l'origine en tout cas de cette scénariste. Ouais, c'est scénariste. Mais alors même en filmant ça, tu te dis, mais dans le montage et tout, c'est vraiment évident. Ouais. Quoi. Il y a vraiment un truc. Non, je ne savais pas ce que je faisais. Ça paraît très. Je pense qu'il savait bien qu'il faisait un truc un peu plus. Où il voulait un peu érotiser Freddy. Ça, je pense qu'il en était totalement conscient. Par contre, qu'il y avait ce sous-texte-là, non. Puis il y a la fameuse scène après. De la chambre dont on parlera peut-être après, je ne sais pas, mais oui, on parlera de tout après. Alors allons-y. Oui, allons-y parce que sinon en fait cette fameuse scène de la chambre, quand je parlais d'une scène qui m'avait terrorisé petit, c'est peut-être une des premières scènes d'horreur que j'ai vues, parce qu'à l'époque je cherchais pas à voir ça, et en fait il y avait des extraits du film qui avaient été diffusés sur la Une, enfin sur ce qui était la RTB à l'époque, dans l'émission de Terry Faucan. Et la scène en question, c'était celle où il y a Jesse justement qui à un moment donné panique parce qu'il sait que Freddy peut sortir de lui à tout moment et essayer de tuer les gens quand les gens dorment autour de lui. Et il va chez son meilleur pote, il rentre dans la chambre de son meilleur pote, comme ils sont pas vraiment potes, c'est un peu on sait jamais s'ils sont potes ou pas. On sait pas trop ce qui se passe, quoi. C'est un peu comme Johnny Depp qui va voir sa copine, quoi. Là, c'est Jesse qui va voir son copain et il lui dit surveille-moi, faut pas que je m'endorme, faut que tu fasses gaffe. Et alors évidemment le pote s'endort et Jesse se réveille en ayant mal au ventre et tout le truc et en fait c'est Freddy qui est en train d'émerger de lui avant son massacre final. Littéralement, et donc on a Jesse qui se tord de douleur, et c'était cet extrait là que j'avais vu à 10 ans. Jesse qui se tord de douleur, la peau de son bras qui commence à se déchirer, les griffes qui commencent à sortir, et il se met à hurler, et il y a l'œil de Freddy au fond de sa gorge qui est en train de cligner. Et la suite de la scène dans le film, mais que j'avais pas vu, on voit effectivement la tête de Freddy qui se dessine hors de son ventre, et qui déchire littéralement Jesse. Il déchire Jesse littéralement. Ça reste une scène que je trouve super belle. Et super belle, pourquoi ? Parce que ça, c'est un truc. Est-ce qu'on a vraiment. Si, je l'avais un petit peu mentionné, mais en fait, je trouve que c'est un truc qui habite tous les films. Mais vraiment, tous les films, c'est une direction artistique qui est tout le temps au top. Tout le temps au top. T'as tout le temps des effets spéciaux. Malgré le changement d'équipe, en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils ont gardé quand même cette qualité des effets spéciaux. Et je trouve qu'à chaque fois, des effets spéciaux, ce qu'ils arrivent à nous montrer à l'écran, c'est toujours des trucs qui colle bien à l'idée d'un cauchemar, je trouve, avec des idées de forme. Puis cette récurrence de la chaudière et de la fournaise qui apparaît dans tous les films. Même dans les pires, les moins bons Freddy, il y a toujours quelque chose au moment même, tu te dis, mais ils ont quand même essayé quelque chose qui a pas été fait avant, qui a pas été fait dans un autre film du même type, en tout cas niveau film d'horreur, niveau slasher et tout. Et même le 2, alors moi je trouve le 2, je trouve pas que c'est un bon Freddy. Je trouve pas que c'est un très bon film. En fait, en le revoyant récemment, j'étais un peu déçu parce que c'est un film dont j'avais plutôt un bon souvenir. Et j'étais en fait, il est vraiment un peu balbutiant maintenant. Et je trouve qu'il est génial à analyser, notamment cette scène-là où c'est littéralement un coming out. Freddy qui sort du corps. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il n'a pas son gant, je crois que les griffes sortent directement des doigts, il me semble, dans celui-là. Le gant est fusionné avec sa main. C'est ça. Tout à fait. Mais ouais, moi, le 2, c'est vraiment un film un peu bizarre, un peu bâtard dans la saga parce que, on va le voir après, mais il s'inscrit après le premier, mais il ne fait pas suite après aux autres, quoi. C'est vraiment, c'est un one shot, celui-là. Complètement, parce que tous les personnages. Détaché. Oui, tout à fait. Après, moi, je l'aime encore parce que c'est celui, je trouve, qui a parce que c'est celui où Freddy a encore une aura de mystère pour moi. Il a très peu de temps d'écran dans le premier. Je crois qu'il a 7 minutes. Dans celui-là, c'est pas plus. Il a encore une aura. Je crois que c'est pas encore devenu le boogeyman et donc il est pas encore aussi exposé qu'on le verra par la suite. Mais moi, ça reste un film pour lequel, déjà, effectivement, son contexte est particulier. C'est aussi le seul qui reprend jamais le thème principal de Freddy à aucun moment. Celui qui est créé par Charles Bernstein dans le premier film. Qui est le compagnon de Heather Langenkamp d'ailleurs. C'est le seul film qui ne reprend jamais le thème des Griffes de la Nuit. La musique est composée par Christopher Young, qui est un compositeur que j'adore, mais elle n'a rien à voir avec celle du film qui précède et celle des films qui vont venir après. Oui, c'est vrai. Mais vous parlez du fait que la fille qui sait super bien rebondir, mais qui le dit, donc ça passe à côté. Le 2, on se dit, mais par contre, le 3... moi, c'est mon préféré. Alors là, en fait, on suit le fil conducteur de Wes Craven, qui, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais qui en fait n'a participé qu'à 3 films sur les 7 premiers. Et le 3, il est de nouveau là. Quel film je vais vous laisser un peu en parler, parce que c'est pas celui que je préfère. Le pitch. Au scénario, alors le pitch, c'est quoi ? Le pitch, c'est qu'il y a des enfants qui sont en hôpital psychiatrique. Ils sont en hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce qu'ils font des rêves et qu'ils ne veulent pas dormir. Et
dans cet hôpital psychiatrique, une jeune psychologue arrive et qui sait, c'est Nancy. En fait, c'est Nancy du premier volet qui sait tout à fait en fait ce qui est en train de se passer. Et de fil en aiguille, va chercher en fait à aider ces jeunes, va commencer à lier une relation d'amitié avec le psychologue en chef de l'hôpital et à essayer de lui faire comprendre qu'en fait les rêves c'est réel. Et surtout va finalement découvrir qu'en fait ces jeunes qui sont tous regroupés dans un hôpital psychiatrique sont en fait les derniers survivants des derniers enfants de Elm Street en fait. Tout et on a surtout une qui est quand même Patricia Arquette, sublime, oui, magnifique, merveilleuse, mais qui est médium. Je ne sais pas si on utilise ce terme dans le film. C'est pas médium, mais en fait, ils ont tous des pouvoirs. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent manipuler leurs rêves. Oui, alors exactement. Alors en fait, le titre du film, c'est donc Les Griffes du cauchemar en français. Sauf que je pense que le sous-titre du film en anglais, c'est The Sleep Warriors. Dream Warriors. The Dream Warriors, c'est ça. Et Dream Warriors. Elle est mise plus en avant en termes de pouvoir. C'est pas pouvoir, c'est de particularité. C'est ça que j'allais dire, c'est que chaque dormeur, on finit par découvrir une particularité chez ces dormeurs. Parce qu'elle est mise dès le départ. C'est ça. En fait, elle est la seule à avoir le pouvoir d'attirer les autres dans ses rêves. Voilà, c'est ça. Donc de les regrouper. C'est ça. Et moi, c'est celui qui m'a fait le plus peur. La scène de marionnette. Ah oui. Parce que où le personnage est tenu par ses tendons comme ça. Ah non, mais cette scène, moi, ça m'a traumatisée, vraiment. Moi, elle me fait vraiment mal. Franchement, là, j'y repense, je te jure, je me gratte les bras. Fait mal, quoi. Mais j'ai vu aussi le making, comme tous, le making-of de celui-là. Et toute la scène de Freddy en forme de bite, là. Mais vous voyez, en fait, au départ, il ne voulait pas du tout que ça ait... Je peux dire bite, non ? Oui, bien sûr. Tu l'as dit de toute façon. Donc... un petit contexte pour la scène, quand même. Donc, on a le personnage de Patricia Arquette qui fait un cauchemar. En fait, elle voit un gigantesque Freddy qui jaillit avec une forme de serpent, mais gigantesque, et qui essaye de l'avaler. Mais c'est vrai que la tête de Freddy sur le corps de gigantesque serpent, couleur chair. Exactement. Mais je voyais dans le docu qu'en fait, au départ, ils voulaient faire un serpent. Ils se sont rendus compte que ça ressemblait plus à un sexe masculin. Donc, ils ont essayé de faire un peu un truc. Ils se sont dit, soit on fait quelque chose, soit on enlève la scène. Ils se sont dit, mais si on enlève la scène, c'est un peu dommage. Donc, ils ont essayé de faire un genre de slime comme ça dessus. Mais c'est au dernier moment, en plus. C'est quand même pas hyper convaincant. Tu vois quand même très fort un sexe masculin, quoi. Mais en fait, la nuance, c'est qu'ils voulaient effectivement en fait, qu'il y ait en fait, cet aspect un peu phallique dans le personnage. De toute façon, tu peux pas faire autrement avec un serpent comme ça. Mais sans que ce soit trop obvious. Parce que peut-être pour recontextualiser le film, il est réalisé par Chuck Russell. Chuck Russell, il est quand même un réalisateur. Je laisse peut-être en parler. Non, vas-y. Parce qu'il y a un réalisateur qui est peut-être pas le réalisateur le plus connu du monde, mais qui a quand même signé The Blob, The Mask. Exactement. The Blob, le remake de 88, pas celui avec Steve McQueen. Et du coup, on est dans un film qui peut être un peu. Il y a de quoi faire. Il est écrit aussi par Frank Darabont en partie, par Wes Craven qui revient dans la saga, qui produit aussi le film. D'ailleurs, on est quand même dans un film où on sent que le 2 a mieux marché que le premier, mais pas de manière non plus dithyrambique. Là où en fait le troisième, on est quand même sur un budget qui est de 4 millions, là où le premier était 1,8 million. Donc on a quand même doublé le budget si on compare avec Vendredi 13 par exemple, où Vendredi 13 c'est vraiment presque une saga qui s'auto-finance à chaque fois vu qu'on n'est pas dans un truc qui rembourse, qui gagne à fond. Et là, on se dit le troisième, ça va être beaucoup plus un événement. Et d'où le fait qu'il y a vraiment un niveau effets spéciaux, comme tu as dit, ils appellent Kevin Feige, je crois, Kevin Feige, je ne sais plus son nom. Je sais plus moi. Le mec qui a fait des effets spéciaux sur Terminator, ce qui n'est pas rien. Pas mal. Et mais donc tout ce que je voulais dire avec Chuck Russell, notamment, c'est un réalisateur, si vous avez vu donc, ses films, c'est un personnage un peu foufou, et qui voulait justement ce côté phallique dans le serpent, sauf que même pour lui, de ce qu'ils ont dit, c'est que le serpent était beaucoup trop, vraiment. L'idée était là, mais il voulait pas que ce soit tellement obvious. Non, mais c'est ça, c'est que je ne voulais pas dire qu'il ne voulait pas du tout que ça ait cette forme, mais il voulait pas que ce soit aussi fort en fait. Et puis ils se sont dit, là c'est peut-être un peu limite, est-ce que ça va passer ou quoi, mais. Bon, voilà, tout le monde le voit, c'est pas vraiment... Pour moi, quand je l'ai vu la première fois, je trouve que c'est vraiment celui qui par contre, prend une orientation beaucoup plus horror pop. C'est-à-dire que très vite, dans les couleurs, et puis le visage de Freddy est dévoilé très très vite, en full light, ce qui arrivait quasiment jamais dans les films précédents. Et c'est aussi celui où ils vont utiliser le potentiel des rêves, mais de manière de plus en plus presque grand guignolesque, j'ai envie de dire, avec un Freddy qui devient très métamorphe, qui prend notamment qui s'intègre à une télévision dans une scène assez célèbre. Il y a le fait aussi qu'il y avait un plan qui a été coupé quand il y a une infirmière notamment qui intervient dans le rêve dans des jeunes, et en fait il y avait un plan qui a beaucoup circulé à l'époque où on voyait une femme seins nus avec la tête de Freddy. Donc Freddy commence vraiment à devenir très métamorphe. Le petit Vladimir de 12-13 ans s'en rappelle. Et alors c'est très années 80 aussi, la scène avec la fille qui essaie de se battre contre ses addictions à la drogue et tout ça. Cette scène, notamment dans un décor en carton du Club Dorothée années 80, c'est un peu... Même la forme qu'ils prennent quand ils deviennent des guerriers des rêves, c'est toujours quelque chose qui m'a
sortie. En fait, mais ça a mal vieilli en fait, je trouve. C'est vrai que ça fait trop le film, c'est très années 80. Celui qui se transforme en magicien, c'est vraiment exactement, trop, c'est à celui-là qu'on pense tout de suite. Vraiment, et en même temps, j'adore le. Et puis même la fameuse addict avec sa crête, comme ça, qui devient un peu punk. Pour l'anecdote, il y a un roman de Graham Masterton qui est sorti en 86, donc un an avant, qui s'appelait Les Guerriers de la Nuit. Donc Masterton, qui a pas forcément la popularité dans Stephen King, mais qui était très connu à l'époque. Il avait notamment écrit un film qui s'appelait Le Manitou, dont on a tiré une adaptation avec Tony Curtis dans les années 70. Et c'est un auteur écossais. Et dans Les Guerriers de la Nuit, on a des créatures qui attaquent pendant vos cauchemars, et il y a un groupe de jeunes qui découvrent qu'une fois qu'ils sont plongés dans le cauchemar, ils peuvent développer un pouvoir qui leur permet d'affronter ces créatures. Et il y a toujours une petite suspicion, ça n'a jamais viré au procès ou quoi que ce soit, mais Graham Masterton disait, mais dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas lu mon roman pour s'inspirer de ces fameux guerriers qui affrontent Freddy à un moment donné en découvrant un pouvoir qui leur appartient, qui leur est spécifique et qui peuvent leur permettre de vaincre l'ennemi. Mais tout à fait. Par rapport à ce que je rebondis un temps ce que tu disais pendant qu'on parlait du 2, Vincent, tu disais par rapport à toutes les trouvailles qui étaient faites en termes de visuel, etc. En fait, moi je trouve qu'en les revoyant, je me dis en fait c'est vrai, c'est vraiment à partir du 3 que ça arrive, parce qu'en fait dans le premier et le deuxième c'est plus un élément, genre dans le 2 on a Jessie où sa langue va devenir très longue, ou dans le premier il y a le téléphone quand Nancy est au téléphone, et là vraiment on est dans une mise en scène complète niveau du rêve, vraiment on va créer un espace concret, tout un décor, etc., tout un décor pour le meurtre du somnambule qui est peut-être un des plus beaux de la saga. J'ai eu un frisson. Non, mais c'est clair. Et vraiment aussi, d'ailleurs, c'est parce que c'est pas tellement le cas dans les autres, mine de rien, c'est que là on est vraiment dans un truc où Freddy va s'attaquer par rapport aux peurs de chaque personnage, spécifiquement notamment dans les combats contre les Dream Warriors à la fin. Oui, c'est beaucoup plus assumé. En fait, je trouve que ça, on en parlera quand on arrivera au 4, mais c'est beaucoup plus. On peut aller au 4, tu vois, vu le timing, on peut aller vers le 4. Je crois qu'il y avait encore un truc à dire sur le 3, mais j'ai merdé. Il y a cette idée qu'en fait, t'as l'impression qu'il est plus dans la tête des jeunes, beaucoup plus à partir du 3 que dans les deux premiers, où il dit, en fait, je te connais, je sais ce qui te fait peur, et c'est là-dessus que je travaille. Je vais appuyer là où ça fait mal. Dans les deux premiers, c'était plus, t'es un tuer, simplement. C'est plutôt random, effectivement. Mais c'est celui aussi qui commence vraiment à installer le Freddy comme personnage grand guignolesque. Même quand on parle de ses origines, on dit, c'est pas juste, non seulement il tue des gamins, c'est déjà suffisant, mais en plus, c'est le fils d'une nonne qui a été violée par 100 psychopathes parce qu'on l'avait enfermée au début des vacances. Alors, faut quand même le faire. Hein. Enfermer une nonne avec 100 psychopathes avant de partir en vacances. Et alors, ils le définissent comme étant le fils de 100 psychopathes, qui est déjà une très mauvaise façon de comprendre la biologie. Et une très mauvaise façon de commencer la vie aussi. Exactement. Peut-être deux choses à placer aussi sur le 3, c'est que vous parliez de la maman de Freddy qui a été abusée sexuellement, qui a donné naissance à Freddy, c'est que du coup, on a quand même l'apparition aussi d'Amanda Kruger, qui est donc la maman de Freddy, qui est une nonne qui va s'adresser à un des médecins de l'asile. Oui. Et qui a l'air un peu fantomatique comme ça, on ne sait jamais si elle est vraiment là. Elle est un peu freaky. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu Batman, elle arrive, elle disparaît. Ça, je ne sais pas s'il l'avait vu venir à l'époque, bon bref. Et on se rend compte qu'à la fin, en fait, cette nonne, c'était une espèce de fantôme, de manifestation de la mère de Freddy. Et peut-être moi, un dernier élément que j'ai en voyant le 3 qui m'avait marqué, c'est en fait, moi, dans le premier, il y avait la scène où Freddy essaie de franchir le mur, là, au tout début, la première... ou qui sort de la main de la baignoire et tout. Je trouve qu'on retrouve un peu ça dans le 3. Moi, un truc qui me faisait très très peur, c'est ce côté de... En fait, Freddy, il essaye vraiment de rentrer dans notre réalité. En fait, cette idée qu'en fait, tous les murs sont pliables, toute la matière, en fait, essaie de revenir vers nous. Et c'est quelque chose, moi, qui me faisait très peur dans le premier, qu'on retrouve encore un peu dans celui-là. Et pour moi, c'est ce qui me rend un peu triste dans la saga Freddy, même si... Par le 6, il y en a aucun que j'aime vraiment pas, mais qu'on perd vraiment ce côté de vraiment Freddy qui essaie de rentrer dans la réalité, ou vraiment quelque chose que... Notamment dans le premier, je me dis, mais waouh, dans le cadre, t'as toujours l'impression qu'il est quelque part. Et comme tu disais, d'ailleurs, Christophe, on en parlait l'autre jour, il y a toujours, on ne sent jamais vraiment la transition rêve-réalité. C'est une règle que Craven. Et c'est une des règles des films. C'est une règle que Craven voulait, c'était qu'on ne sente pas le passage du réel au rêve, en fait. Et c'est vrai que ça s'est maintenu. Ce qui fonctionne très bien dans la scène de hypnose, entre guillemets, avec les billes. Ça fonctionne extrêmement bien dans cette scène. Et ça, je vais dire, c'est peut-être un des seuls éléments qui est parfaitement respecté, même jusque dans le remake. Pour le coup, où systématiquement il y a. Sauf la piscine dans le remake, on en parlera. Très bien. Ou alors les transitions sont suffisamment. Dans le 3, il y a justement un truc où on a le personnage de Kirsten, donc Patricia Arquette, qui est dans un divan, qui à un moment juste se lève, et donc il y a une espèce de mise en scène où on t'indique le truc, mais pas des. Enfin, on en parlera. Allons-y, la prochaine fois, on fait un épisode du Popcorn Club par film. C'est ça. Bon, on a encore un peu de temps. On va avoir un peu de moins de choses au fur et à mesure. C'est ça. Et en fait, justement, une petite réflexion que je voulais faire par rapport à cette fin de 3, c'est que, en fait, je suis pas forcément complètement d'accord avec le fait qu'on n'explique pas toujours comment on arrive à le vaincre. Parce qu'en fait, j'allais le dire, c'est celui qui est le mieux construit en la matière. Il est le mieux construit en la matière parce que là, on arrive en fait à bien expliquer qu'en fait, il faut enterrer Freddy. Si on enterre les restes de Freddy, Freddy ne sait plus faire de mal. Donc là, il y a une règle. On dit si on la respecte, c'est bon et c'est bon. Donc là, je me dis, je suis prêt à le croire. Par contre, il y a un truc qu'on explique
j'ai l'impression quasiment jamais dans les Freddy, c'est comment il revient. Ça, on n'explique jamais. C'est juste Freddy est là, ferme ta gueule. On est dans les années 80, on n'a pas besoin de s'embarrasser du reste. Si on arrive dans les années 80 et qu'on passe au 4 du coup, parce que effectivement, je n'ai jamais compris le 4e en la matière. C'est-à-dire que, alors oui, il est encore un peu présent. Le cauchemar de Freddy, réalisé par Rémi Harlin. Dont, attention, Vladimir parlait de Rémi Harlin. Je suis sûr qu'il a des choses à dire, non ? Ah, moi j'ai des choses à dire. J'ai quelques trucs à dire. Mais Vincent dira des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les survivants du film précédent qui sont encore là. Il y a un changement de casting parce que Patricia Arquette ne revient pas pour le coup. Et Larry Fishburne, d'ailleurs, on l'avait pas dit. Oui, il y a Larry Fishburne dans le 3e, il ne revient pas. Et le scénariste est proposé par Robert Englund aussi, parce qu'il a bossé avec lui sur le film qu'il a réalisé, qui s'appelle... Avec des coups de téléphone, mais je ne sais plus. La ligne du diable, c'est ça. Et c'est lui qui propose ce scénariste. Oui, scénariste qui a une idée géniale pour ressusciter Freddy, c'est un chien qui pisse des flammes sur sur le squelette de Freddy dans un cauchemar, et Freddy revient. C'est horrible, parce que dans la fin du 3, il y a une séquence un peu... c'est ça l'explication. Je ne sais pas si c'est l'explication. C'est le pipi, mais je ne comprends pas. Je vois pas mal de gens qui crachent sur la fin du 3 parce que le corps squelettique de Freddy se bat avec le John Saxon, le père de Nancy. C'est une très belle scène en stop motion. Scène un peu Harry Ozon-esque. Même si beaucoup de gens disent oui, mais c'est déjà vieilli à l'époque. Non, moi je trouve qu'elle tient toujours la route. Belle, et qu'en fait, dans le cas, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe au début, juste un chien qui vient pisser sur le sol là où il était. Des boules qui explosent parce que Rémi Harlin, il aime bien ce qui explose. C'est vrai. Et d'ailleurs, Rémi Harlin, bon voilà, on peut le préciser maintenant. Je crois que c'est le bon moment. C'est aussi le réalisateur de Die Hard 2. Oui. Donc voilà. C'est ça. Vincent m'en a déjà parlé d'explosion et de Cliffhanger et Peur Bleue aussi. Et de Peur Bleue, exactement. Et de L'île au pirate qui a fait couler un studio. Ok. Voilà. Il a fait plein de films. Oui, c'est ça, mais il n'est pas spécialement finot, le bonhomme. Par contre, je trouve que la photo est très jolie dans ce 4e film. Voilà. Mais à la base, Bob Shaye, justement, c'était le 4e, c'est le premier qui a eu des soucis de vraiment à la pré-production, en fait, en termes de scénario. Je crois qu'il y a eu une grève de scénaristes ou quelque chose comme ça. En tout cas, le scénario n'aboutissait pas. Et ils ont vraiment pris Rémi Harlin qui s'était présenté un peu comme ça. Alors, selon Bob Shaye, c'est parce qu'il faisait 1m95 et qu'il avait l'air d'une bonne carrure. Fait bon, bah voilà, on va le prendre pour ça. Mais ça a été vraiment une vraie bataille entre eux, une vraie bataille d'ego pour le coup à ce niveau-là. Mais c'est un film qui pour moi, c'est celui, j'ai revu récemment, mais qui m'a le moins marqué en fait, le 4. Et surtout le fait que même personnage, mais comédienne différente, moi à chaque fois ça me casse quoi. Quand c'est un personnage qui est repris, mais que c'est quelqu'un d'autre qui le joue, j'ai énormément de mal. De toute façon, elle ne reste pas longtemps. Non, elle ne reste pas longtemps, mais j'arrive pas à rentrer dedans en fait. Comme en plus, je trouve qu'il y a une rupture, même c'est pas une comédienne qui dégage du tout la même chose que Patricia Arquette, je trouve. Ce qui fait qu'au moment où le personnage meurt, désolé pour le spoiler, on s'en fout. Mais en fait, t'as pas d'accroche émotionnelle, je trouve. Mais c'est dommage parce que vraiment les trois survivants de Freddy. Oui, Nancy meurt à la fin de Freddy 3 d'ailleurs pour ceux qui ne l'auraient pas vu qu'on vous spoil tout. Dans le début de Freddy 4, donc il y a les 3 survivants du 3 qui meurent au bout d'une demi-heure, je crois. Ça va hyper vite, quoi. Ouais, et qu'on a un nouveau personnage qui a introduit sans qu'on sache vraiment que ça va être le personnage principal, qui est le personnage d'Alice Johnson, qui arrive un peu. Moins qu'un personnage que j'aime plutôt bien, mais qui, comparé à ceux du 3, vraiment, ça fait pas le figure. Qui va éviter et là, je trouve qu'on revient au slasher type Vendredi 13, où t'en as rien à foutre de ce qui arrive au personnage, en fait. C'est ça qui me dérange un peu dans celui-là, celui où j'ai de moins d'accroche. Le 6, c'est un autre sujet, mais c'est un peu différent. Là, t'as plus vraiment envie de la pêcher avec Freddy. Mais dans le 4, tu t'en fous, en fait. Ouais. Pourtant, ça va être le plus gros succès. Ça va être vraiment le truc qui va propulser la figure de Freddy. C'est mon côté underground. Dans vraiment le top de la pop culture. Et c'est le moment, en même temps, aussi... C'est plus ou moins la période où la série TV se met en place aussi. C'est après le 3 en fait. Alors ça, je vais vous laisser en parler parce que je ne sais absolument pas ce qu'est ce truc étrange. L'arrivée de la série TV, donc les cauchemars de Freddy qui fera 44 épisodes et qui durera 2 ans, et le passage vraiment très pop de l'épisode 4, je pense que ça montre à quel point Freddy en fait est vraiment rentré à ce moment-là dans la culture populaire, et il faut que ça puisse plaire à un maximum de personnes, je crois. Mais le 3 déjà en fait avait cartonné, vraiment c'est le premier Freddy qui avait, c'est ce qu'ils espéraient d'Eric le 3 qui a vraiment dépassé toutes les attentes, ce qui fait qu'en fait le 4 on passe quand même un budget de 13 millions quoi, donc presque 10 millions en plus que celui d'avant, ce qui est du jamais vu dans la saga, donc qui marchera encore mieux. D'ailleurs, je crois que ça reste, à part le remake, même en dollar ajusté, même en dollar ajusté, c'est pas celui qui a fait le plus d'argent, mais dans la saga de base, c'est celui qui a le mieux marché. Tout à fait. Mais moi, le 4, j'aime quand même bien. Je trouve qu'il y a un côté un peu John Hughes dedans, un peu pas aussi fin évidemment, mais un peu un côté Ferris Bueller, Breakfast Club. Alice au Pays des Merveilles. Non, voilà. Mais je trouve que le 4, c'est vraiment celui par contre qui a la mort de Freddy la plus satisfaisante. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je me souviens avec plus. Attends, alors, c'est comment il meurt dans le 4 Alors, ce qui se passe en fait, c'est parce qu'on parlait du personnage d'Alice. Kirsten, donc la survivante du 3, en mourant, donne son pouvoir à Alice de ramener des gens dans ses rêves.
Et donc ça se finit dans une espèce de cathédrale, parce qu'on en reparlera peut-être à partir du 7, mais donc Freddy c'est aussi une espèce de métaphore du diable, etc. avec le feu, tu disais. Je m'en souviens très bien, oui, effectivement. Ça devient très présent à la fin du 3 déjà, où il faut lui verser de l'eau bénite pour le conjurer vraiment comme un démon en fait. Mais c'est vrai tout à fait. Mais donc en fait, je n'ai pas trop compris comment il le tue. En gros, elle lui montre son reflet dans un miroir, donc je ne sais pas. Dorian Gray. Il se fait déchirer par les âmes qui le contiennent. En fait, il y a vraiment des bras qui sortent de son corps. Et en fait, je trouve que il y a un peu un côté, on se dirait, le 4, on dirait qu'il est. Je trouve qu'on dirait vraiment qu'il est mort là. Et en fait, tout à l'heure, quand je parlais d'esthétique liée au cauchemar, je trouvais que cette mort de Freddy, en fait, c'est ça qui m'avait amené cette réflexion, de me dire quand on était dans cette cathédrale, la façon dont il mourait, dont c'était un entrelac de chair, à un certain moment, on ne savait plus où il commençait, où il terminait. Je trouvais que ça, lié à une esthétique de cauchemar, ça fonctionnait super bien. Ouais, tout à fait. Mais on sent déjà que Freddy est plus rigolard et tout le truc. Et j'ai l'impression, quand ils font le 5e, ils ont envie de refaire quelque chose d'un peu plus âpre. Et alors le 5e, non, c'est l'enfant. Attends, je pense que Vlad est frustré, il avait encore un truc à dire sur le 4. Simplement, je trouve qu'il y a quand même cette continuité aussi quand même avec le 3 malgré tout, mais de vouloir mettre en scène des séquences de rêve ultra particulières. Il y a la femme qui se transforme en cafard. Et tu disais aussi le côté rigolard de Freddy. Pour moi, l'image qu'on a de Freddy, elle vient vraiment de celui-là. C'est vraiment celui-là qui l'a. Enfin, le 3, c'est le brouillon. Et là, on arrive à ça, notamment là. Non, c'est pas négatif ce que je dis. Mais celui-là est la série en fait. Quand tu vois la série qui sort l'épisode, j'ai revu l'épisode pilote de la série qui montre comment Freddy meurt en fait. Alors vous pouvez le voir sur Dailymotion dans une version française absolument infecte. On aime bien ça. D'autant qu'il y a un des doubleurs de la classe américaine qui intervient dedans. Oh non. Ce qui fait que dès qu'on l'entend, on a l'impression qu'il va dire et comment donc Couston dedans. Et en fait, c'est vraiment là que Freddy, comme la série TV aidant, je pense, doit constamment cligner de l'œil au spectateur pour lui dire je suis ton boogeyman, je vais venir dans tes cauchemars, je vais te faire peur. Dans la série, il fait plein de regards caméra. Et effectivement, on a le côté Freddy rigolard qui d'ailleurs va déplaire de plus en plus à des aficionados qui aiment l'horreur qui fait peur, on va dire. Vraiment, comme tu dis, Vlad s'ancre vraiment à partir de ce moment-là. Et j'ai l'impression que le 5 va essayer de faire revenir autre chose avec Stephen Hopkins derrière la caméra. C'est aussi très important. Deux ambiances, quoi. Je vais quand même dire une dernière chose par rapport. Tu rigoles quand je dis Alice au Pays des Merveilles, mais quand même, puis t'as Dorian Gray, miroir, fin du 3, on passe, elle s'appelle Alice, machin, enfin, je sais. Mais moi, justement, j'ai cru que tu te moquais de moi, en fait. Mais non, jamais. Mais je trouve que, justement, en fait, pour moi, c'est trop. Je ne sais pas, c'est ça qui me bloque dans le 4, c'est que c'est trop, quoi. C'est trop, mais je trouve qu'il se tient, il a une vraie personnalité. Elle s'appelle Alice, et puis, je sais pas, l'hommage me dépasse, là, tu vois, c'est même plus, enfin, c'est, je sais pas, mais bon. Et alors moi j'ai une question à vous poser parce que en fait je me pose vraiment la question. Quel est ton film d'horreur préféré? À partir de quand finalement dans la caractérisation de Freddy, sa surutilisation du mot bitch apparaît? Je crois que c'est quand il commence à dire It's prime time bitch. Ah, je crois. Ah, c'est ce que je me disais aussi. Qui sera d'ailleurs la citation qui sera reprise au début de Freddy 6. Parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une caractéristique importante du personnage, ça. Il faut terminer tes phrases par bitch. C'était avant Jesse Pinkman. Hein. Voilà, ça c'était. Et quand ils font Freddy 5, c'est assez marrant quand je mettais, parce que c'est plutôt un film que j'aime bien, le 5e, et notamment j'aime bien son concept que je trouvais effectivement vraiment assez fort avec cette idée que donc l'héroïne du film précédent tombe enceinte et Freddy qui est un peu enfermé dans la cathédrale mentale de la fille utilise les cauchemars de l'enfant parce que l'enfant rêve perpétuellement, utilise de son fœtus pour retrouver de la force et revenir. Je trouve que du coup, il y a un effort de construction pour le retour de Freddy dans celui-là par rapport à la fin du 4e. C'est pas juste il ne revient pas juste comme ça, non. Il y a une raison organique, j'ai presque envie de dire, à son retour. Et autant je trouve que cette idée-là est très chouette, bizarrement, c'est une des idées qui va le plus déplaire a posteriori aux producteurs, dont la productrice Rachel Talalay, qui était présente de tous les films et qui reviendra sur Freddy 6 pour le réaliser. Oui, tellement elle a été... c'est mal. Et elle a pas peur de dire, ça m'avait d'ailleurs surpris cette espèce de franchise de dire... Le 5e, c'était probablement la pire idée qu'on ait pu avoir pour un Freddy. Et en même temps, son explication tient la route. Elle dit parce que la thématique d'une fille de 18 ans qui tombe enceinte, c'est soit trop proche d'une spectatrice qui vivrait cette situation-là forcément de manière un peu négative, ou c'est trop éloigné. Pour qu'il y ait une identification avec le personnage. Et je trouve que l'explication tient la route. Tout à l'heure, je disais qu'on avait envie de baffer la fille, c'est celle du 5 dont je parlais. Hein, ça, je me suis trompée, mais moi j'ai envie de la baffer. La mère, enceinte, elle m'insupporte. Alice, du coup, toujours. Alice, mais c'est toujours la même actrice. Hein. Oui, mais je sais pas, cette actrice, je sais pas si c'est l'actrice ou le personnage, j'ai vraiment un problème. Quoi. C'est vraiment je sais pas. Je le trouve particulièrement laid visuellement, moi, celui-là, par rapport aux autres que je trouve
Subo. Ah, ça, je suis vraiment Parce- étonné Bah, qu'ils oui, disent ça. je ne sais pas pourquoi. Je Je pense à peu ne- près le contraire. moi. Ouais, Mais pareil. oui, je Alors ne- que moi, le 5, c'est un saut justement que j'ai réévalué en les revoyant maintenant. Parce que c'est vraiment, moi, le premier, je me rappelle quand je l'avais vu, où je m'étais dit, ah, vraiment, j'aimais pas, mais je l'avais vu là, je l'avais vu gamin. En fait, en le revoyant, bon, je trouve toujours que c'est peut-être un de ceux qui se tient le moins, si vraiment on veut essayer de suivre l'histoire, etc. Mais en termes de mise en scène et d'image, je trouve que c'est un des plus poussés, en fait, vraiment à plein de niveaux. Il y a plein d'influences et il y a vraiment un niveau mise en scène. Je dis pas que c'est mal fait. hein. non, non, Je bien dis sûr. bêtement, subjectivement, que c'est celui qui visuellement me plaît le moins. Et Mais je trouve qu'on n'est pas au niveau de Wes Craven qui, avec peu de choses, arrive à vraiment à avoir des super idées de plans. Là, on est vraiment dans quelque chose qui bouge beaucoup au niveau de la caméra, etc. Même dans les créations de plans, il y a des inspirations qui viennent des Shore, bon, très, très Ouais, bien explicites, sûr, hein, ouais. des trucs Ouais, comme ouais. ça. Mais ouais, moi, c'est pas un film en le voyant, même toujours maintenant. Bon, c'est pas celui que je reverrai le plus souvent, mais niveau de l'imagerie, il y a un style très gothique, volontaire. oui, mais je crois que c'est ça qui me. ouais. Je crois que c'est vraiment hyper subjectif. C'est cette Ouais, le imagerie truc- qui me plaît Ouais. le moins. Le quoi. truc avec le motard, c'est bien dans le 5. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. La scène le- du motard est vraiment très chouette. Je le trouve ça- glauque. Je sais pas comment. C'est vraiment. Il est assez- glauque. Il est Je crois glauque. qu'il- Il je y a un crois truc- qu'il revient à quelque chose de beaucoup plus Ça glauque me- et je crois que c'est lié effectivement à cette thématique et tout. C'est jamais trop agréable de parler d'une histoire de fœtus qui est habité Exactement. pour le. Je pense Exactement. qu'effectivement ça peut. T'as l'impression descendre. qu'il y a des limites à pas dépasser, Ouais, ouais. même dans Mais- le cinéma d'horreur, et que là, on Tu vois, flirte toute avec. l'imagerie un peu humide, un peu fétale comme ça, c'est qu'ils en Ouais, travaillent je- beaucoup. Moi, j'ai Ça pas mal existe, aimé ce travail ouais. visuel là-dessus. Stephen Ça Hawking vient du oui, ça clip. m'étonne pas. Oui, c'est ça. Stephen Ça m'étonne pas Hawking que ça te plaise. a réalisé Predator 2. Il réalisera Predator Ouais, 2 Predator 2. Après, Absolument. oui, pardon, il Et réalisera il sera un des créateurs de la série 24 heures chrono, donc voilà. il réalisera le pilote. Ah, mais ça, je Le savais Predator pas 2 du qui tout. est génial, d'ailleurs. Ouais. Bah, Ouais, c'est un très bon Predator. Ouais, Ouais, c'est ouais. super. Tout à fait. Ouais, C'est la meilleure largement de le suite. meilleur après le premier. Bah oui. J'ai découvert le premier il n'y a pas si Mais longtemps. non. Je ne l'avais jamais vu. C'est Mirko qui me l'a. Bon, tout le monde aura compris que Mirko monte notre podcast et que c'est mon amoureux. Mais il m'a montré Predator 2 il y a genre 4 ans. Predator 1, pardon. Je ne l'avais jamais vu. Il y a des trucs comme ça auxquels tu passes à côté. Et j'ai kiffé Predator. Et le 2 encore T'as plus, pas une j'avoue. gueule de porte. Et le 2 qui donc est réalisé par ce bon vieux Stephen. Stephen Ouais, Hawking, donc réalisateur de L'Enfant du cauchemar. Et Voilà. c'est vraiment lui, hein, je crois, qui a mis cette. Alors, je suis pas certain, mais je crois qu'il était concept designer avant, un peu comme James Cameron, du coup, et que Oui, du coup, c'est c'est vraiment vrai. lui qui a mis cette imagerie sur le film. Et Oui, mais c'est lui qui a mis. Oui, tout à fait. Mais je pense Mais qu'il je est- dis pas que c'est toujours plaisant, hein. Moi j'aime pas tout, mais c'est presque C'est c'est très vraiment un film bien. d'image en Ah, fait. mais c'est Vraiment, magnifiquement bien fait. Il y a hein, quelque mais- chose qui effectivement au niveau de l'histoire prend pas spécialement, mais on retrouve de nouveau par contre le retour. Il y a Amanda Kruger qui revient. Il c'est commence vrai. à faire des parallèles entre justement le fait qu'il y ait un fœtus. On revient un peu plus sur les origines de Freddy, notamment sur le calvaire qu'a traversé sa mère. Mhm. C'est celui qui monte le viol Oui. Ouais, en en scène l'occurrence. Oui, scène Encore une super fois. agréable à regarder Ah oui. aussi. Oui, c'est ça. C'est effectivement, tu as tout quelque chose qui est. C'est jamais très agréable d'arriver sur cette thématique-là. On est parfois, voilà, dès que tu mets du viol ou des trucs ainsi, que tu t'attends, dès que tu commences à le montrer ou que tu prends le Ouais. risque. C'est un des films où on voit Robert Englund à visage découvert d'ailleurs. C'est ça. Il joue C'est un des psychopathe, pères en fait. Enfin, c'est le adolescent père. psychopathe. Voilà, adolescent psychopathe. La scène est complètement grotesque, mais je trouve qu'elle fonctionne parce qu'elle est justement complètement outrée. C'est là où le côté gothique fonctionne pour moi là-dedans. Ça C'est assumait totalement. voilà, hein, c'est- tu voudrais montrer ça de manière réaliste, tu te dirais, attends, il est en train d'oublier la nonne. T'as les deux abrutis, ils vont partir en vacances. C'est bon, il n'y a ils- plus personne. Ils oublient la nonne qui a été faire pipi ou je sais pas quoi, tu vois. Ils sortent, non, c'est Ouais. bon, on C'est ferme bon. la clé. hein. Non, mais t'as pas besoin de compter jusque 100, ils sont Voilà. 100. C'est vrai. Allez, on ferme. Hop, et on se barre, et Ouais. on les laisse là pendant 2 semaines. Je sais pas, oui, c'est quand même un peu particulier comme manière de gérer un hospice. Oui. Mais d'ailleurs, c'est le Freddy qui a le moins bien marché de toute la saga, donc ça a pas Même, loupé. à ce même pas niveau-là. Freddy 6. Non, le Freddy 6, on passe au 6 ou Bah, on passe Allez, au on 6. passe au alors. 6. Passons hein. au 6. Mais le 6 a été produit La donc fin c'est de Freddy, Rachel l'ultime Talalay cauchemar. qui vient. C'est Talalay, Oh, mais elle l'a réalisé ici. Talalay, ouais. Talalay, voilà. Talalay. Qui l'a réalisé, donc comme tu dis, qui ne voulait pas bosser sur le 5, mais qui est donc impliqué dans la production depuis les tout premiers, Depuis le tout début. qui avait même souvent un petit pied dans le scénario aussi, mais Elle a été voilà. assistante de prod exécutive, puis productrice. Enfin, elle a fait plein de petits. De petits Et elle de fait petits encore postes, carrière hein. dans la télévision pour le moment. Elle a réalisé un des meilleurs épisodes de Doctor Who. Ah bon. Ok. Eh ben voilà. Heaven Sent, voilà. Elle de s'est la saison rattrapée. 8. Mais Largement, Du ouais. coup, comme tu avais déjà dit, On a bien fait de vous inviter. comme tu avais dit sur le podcast sur Vendredi 13, en fait, il y a toutes ces sagas des années 70-80 qui arrivent à un point où bon. On sent que c'est en train de s'essouffler. Bah voilà, donc là on va vous dire c'est le dernier opus. Donc comme tu avais dit aussi, ils vont tous mentir parce qu'il y aura toujours un truc qui Il y va aura arriver toujours- après. Il y a toujours un petit Mais donc éclair, là, un là petit c'est chien, un déjà truc, directement annoncé dans le titre, comme il y avait Jason va en enfer. Là c'est Freddy's End, Final Ouais. Nightmares. On est en 91. L'ultime hein. cauchemar. On donc est en c'est ça, hein. 91, donc on est. Ouais, on est- 91. ouais. Bah voilà, alors. John mais, Doe. mais voilà, il y a John Doe, exactement. Donc de quoi ça parle en gros le film Allez, qui
Personne ne va en parler. Alors, moi, en fait, le truc, c'est que moi, je l'ai beau l'avoir revu il y a 3-4 jours, j'ai déjà oublié une grosse partie. Mais bon, grosso modo, alors c'est donc John Doe, un jeune enfant. Donc John Doe, c'est le nom qu'on donne à ceux qui n'ont pas d'identité. C'est Monsieur X, quoi. Monsieur X. Français, il s'appelle pas John dans le film, justement. Non, mais si, on l'appelle John Doe parce qu'il qu'il a perdu la mémoire. Il est amnésique. Ah, comme j'ai bien compris. En fait, c'est un nom. John Doe, c'est toujours le nom qu'on donne aux hommes sans nom. Monsieur X, quoi. Mais du coup, voilà, c'est une personne qui commence de nouveau à faire des cauchemars de Freddy. Il est suivi par une psy qui, en fait, commence à soupçonner que ce serait peut-être le fils caché de Freddy Krueger. Excellente idée, du coup on fait on va aller à Springwood, tu vas aller un peu aller voir ce qui se passe là-bas, c'est bien, ça va t'aider. La ville sans enfants. La ville sans enfants, caractérisée comme ça, la ville sans enfants. Springwood qui est la ville de Freddy Krueger à la base, peut-être qu'on n'a pas parlé au début, je pense qu'on on n'a pas dit, c'est la ville fictive dans laquelle il y a Elm Street, donc c'est vraiment, c'est comme allez, t'as peur des tigres, va dans l'enclos tigre, voilà, c'est la même chose. Vas-y. Et donc c'est un film qui, donc selon Rachel Talalay, voilà, je ne me suis pas trompé cette fois-ci sur le nom, est très inspiré de Twin Peaks et Carnival of Souls. C'est d'ailleurs cité explicitement dans le film. Twin Peaks est cité. Twin En fait, Peaks est cité. c'est le moment juste d'une scène où un des personnages suit Twin Peaks et que ça se passe dans une fête foraine, mais sinon il n'y a pas vraiment d'autre rapport à Carnival of Souls. Non, c'est un peu. Et d'ailleurs, il n'y a même quasiment plus de rapport avec les Freddy précédents parce qu'il n'y a aucun personnage récurrent en la matière, ce qui est très surprenant. Je pense qu'a priori, que dans une première version du scénario, le jeune amnésique était Joshua, donc le fils d'Alice du premier, qui aurait pu ça aurait pu créer une connexion. Mais... Et en fait, ça va pas au niveau des dates. C'est ça. Il est censé avoir 10 ans et donc ça marche pas du tout parce qu'ils ont pris un plus grand. Faire jouer un enfant dans Freddy, peut-être pas. Mais ça m'a toujours surpris cette espèce de rupture complète. Alors que les épisodes avaient malgré tout à chaque fois un lien un peu. Bon, à part le 2, effectivement, t'en as déjà parlé, mais il y avait quand même la présence de la maison. Il y avait quand même. On évoquait Nancy, on évoquait tout ça. Là, d'un coup, il y a une rupture complète. Freddy, on sait pas comment il revient. Si on comprend un truc, c'est il dit allez, amène-moi des âmes, en fait. Oui. Au tout début du film, tu comprends pas le gars. Il se fait téléporter de Springwood à. Je ne sais même pas. Ça commence dans un avion d'abord où ils font une espèce de référence à la 4e dimension, l'épisode du Gremlins sur l'avion. Exactement. Et après, il se déport dans une maison. Exactement, qui est en train de chuter. Ouais, mais en fait, c'est référence au Loup-garou de Londres, au Magicien d'Oz, ce n'est pas la même chose. On voit donc la maison s'envoler, Freddy sur un balai. Exactement. Ça ressemble vraiment pour le coup à la série TV. On n'est pas loin. Mais alors, moi, les 11 millions, je comprends pas où ils sont passés. Exactement, j'allais dire, même dans l'esthétique de cette ville sans enfants. Dans la 3D, les gars, dans la 3D. Parce que ça, c'est un truc. Cette ville, vous savez à quoi elle me fait penser? À la ville de Passamaquoddy dans Peter Elliot le Dragon. Pour moi, c'est les mêmes habitants, quoi. C'est vraiment les mêmes habitants qu'à Passamaquoddy. Ce qui est très bizarre, c'est de partir du principe de montrer que Springwood, parce que c'est pas du tout la même ville que dans les premiers films en plus. Pas du tout, oui, c'est ça. Il n'y a jamais eu la même esthétique, pas la même ambiance, tout le temps de jour en plus. Mais il n'y a pas d'esthétique. Quoi, c'est vrai. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant qu'il y a des. Enfin, je laissais Vlad parler d'une scène incroyable à base de jeux vidéo. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler, mais. Tu sais quoi, moi, elle m'a même pas vraiment choqué. Moi, ça va encore. Mais je trouve que tout a l'air de partir en roue libre. Et en fait, en le revoyant, en plus avec cette idée, le film est annoncé. Ce qui est marrant, c'est vraiment à quel point il se positionne comme étant une attraction de fête foraine. Complètement, avec cette idée qu'il est en 3D, c'était le seul Freddy filmé en 3D, mais ou même dans le film, pour aller affronter Freddy dans son univers, on doit mettre des lunettes 3D, des lunettes anaglyphiques et tout le truc. C'est absolument incroyable. Enfin, je me dis il y a quelques films qui brisent le 4e mur avec la 3D. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Shark Boy et Lava Girl de Robert Rodriguez, mais il y a aussi ce truc, mettez 20 lunettes. Mais là, dans le genre, c'est vraiment un truc. Et même les premiers plans ouvertement 3D, ça a vraiment l'impression d'être dans un train fantôme. Et je trouve que c'est vraiment la seule manière que j'ai d'expliquer le film, en tout cas dans ses choix principaux, quoi. Peut-être que c'est son côté. C'est un roller coaster. Voilà. Ouais, son côté peut-être hyper populaire à un moment donné a fait qu'on s'est dit qu'il faut faire une espèce de grande attraction pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a une rupture totale. Même, à mon sens, même par exemple, toute la séquence de la mise à mort du garçon qui est sourd, donc avec son appareil. C'est normal, il est sourd, c'est sa faute aussi. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, il y a vraiment tout un jeu en fait lié à où on attend le moment où il va le tuer et où tu vois qu'il fait traîner les choses dans le but d'essayer d'amener de l'humour, d'amener un petit peu. Le côté rigolard est complètement dedans, tu vois. Et je me souviens vraiment, ça pour moi c'est très symptomatique de ce film, la séquence où il prend un grand tableau noir. Il commence à l'étendre. Et tu sais qu'il va le griffer, mais t'attends, il te fait attendre comme ça. Il l'étend de plus en plus jusqu'au moment où il griffe suffisamment. Le gars qui entend tout plus fort parce qu'il a une espèce de truc organique sur l'oreille qui lui permet de tout bien entendre alors qu'il est sourd, sa tête explose. Et voilà. Et toi, t'as eu ton moment Freddy où il a rigolé. T'as vraiment quelques plans, tu vois Freddy tout seul, un peu genre
notamment au début, le personnage de John lui échappe et en fait on le voit tout seul sur une route un peu. Et bon voilà, et vraiment on fait des trucs, mais il fait vraiment pitié. Et même son maquillage, je sais pas, il y a quelque chose vraiment, il est lisse. Mais déjà dans le 5, moi je n'aimais pas le maquillage de Freddy, mais alors qu'ils avaient testé un nouveau truc et tout, mais vraiment. C'est vraiment. Enfin, si vous revoyez l'épisode, ça a vraiment un lien, je trouve, avec la série TV. Quand j'ai revu l'épisode, donc c'était Entente, réalisé par Tobe Hooper, donc l'épisode pilote de la série TV était réalisé par Tobe Hooper. Encore un autre réel ça raconte, important pour la série. Tout à fait. Mais ça raconte l'origine. De raconter mon anecdote. Oui, que tu l'as rencontré. J'ai pipi à côté de lui. Voilà, je le dis au des podcasts, je le dirai à chaque fois. Donc Vladimir a fait pipi à côté de Tobe Hooper, mais ne lui a pas parlé de l'épisode pilote du cauchemar de Freddy, étonnamment. Et en fait, l'épisode raconte comment Freddy se ferait brûler. C'est très chipouille, mais en même temps, je trouve que Freddy est quand même mieux mis en scène qu'il ne le sera dans l'épisode 6. Mais bon, on est dans une série TV, mais je trouve que le 6 rentre complètement dans la même truc. J'ai vraiment l'impression que c'est presque plus une conclusion à la série TV que la conclusion de la il fait la très saga, téléfilm, quoi. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a un manque d'ampleur, quelque chose malgré tout. Et puis, on explique que Freddy a passé un pacte avec des forces pour rentrer les gens dans les cauchemars. C'est peut-être l'apport du film, en fait. Hein. C'est au niveau de la mythologie. Il y a ces espèces comme les démons du rêve qu'on appelle, qui sont donc. Moi c'est marrant parce que j'avais vu les bandes annonces à l'époque et je me suis dit le 6 il a l'air bien, je l'avais pas encore vu. Est-ce qu'il y avait vraiment une image avec une statue où on voit des espèces de grands serpents comme ça. Je dis ça a l'air pas mal, le démon du rêve là machin, et en fait tu t'es fait avoir par la bande annonce. Oui, en fait c'est vraiment comment est-ce qu'on comparait ça. Il y a Jaws 3D moi qui est peut-être mon nanar préféré, mais que les effets 3D sont immondes et là on atteint encore un niveau mais c'est pire qu'une PlayStation 1, quoi. Je sais pas comment c'est passé au cinéma ou quoi. Je me demande ce que ça devait être comme expérience, parce que ça paraît tellement moche. Parce que 91 quand même. 91, c'est Terminator 2. Ouais, 2 ans avant Jurassic Park. Hein. Voilà. Moi je placerai toi tu placeras Pipi, moi je placerai Jurassic Park. Ça va. Hein. Mais du coup, en fait, dans la mythologie, c'est que les démons du rêve, donc c'est des espèces d'entités qui sont là depuis la nuit des temps, qui en fait chercheraient l'âme la plus maléfique du monde pour lui donner le pouvoir de mettre des cauchemars. Et en fait, on apprend que Freddy, quand il est mort, a rencontré les démons du rêve qui lui ont donné ces pouvoirs si particuliers. Donc le film est encore produit par New Line. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? En revoyant le film, il y a un truc qui m'a paru intéressant. C'est que le film est en partie scénarisé par Michael De Luca. Non, c'est Michael De Luca, je pense. Oui. Et il y a une scène, en fait, c'est le scénariste qui, quelques années plus tard, écrira L'Antre de la folie. Okay. Et il y a une scène dans Freddy 6 quand les jeunes veulent quitter Springwood, ils partent dans leur van et le van n'arrête pas de les ramener à la même position où ils sont. Tout à fait. Ouais, et c'est une scène qui sera vraiment reprise telle quelle dans l'Antre de la folie quand John Trent essaiera de quitter la ville et reviendra constamment au même point de départ. Donc je me dis qu'il y a, s'il y a un truc, il y a quelque chose de matriciel. Il faisait ses armes. Il faisait ses armes. Mais il y a ce côté-là. Et c'est New Line qui produira L'Antre de la folie d'ailleurs. Voilà, tout est lié. On passe au 7. Et en parlant de boucles qui se bouclent. On parle pas du meurtre particulier du 6 alors. Alors si, vas-y, quand même, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, vas-y. Donc je crois que c'est un personnage qui s'appelle Spencer, je ne sais pas. Oui, je sais pourquoi j'ai retenu son nom parce que je me suis demandé, il ressemble quand même vachement à Robert Englund, est-ce que c'est pas son fils ? J'étais vérifié. Un Stonehead. C'est ça, qui est défoncé devant sa TV et il voit Freddy apparaître et il se retrouve téléporté dans un jeu vidéo. Et il se bat contre Freddy. Oui, il se bat contre Freddy, qui est dans une scène où Freddy a une espèce de manette incrustée dans son gant. Qui fait une référence au Power Glove de Nintendo. Oui, c'est ça. Et que c'est une scène en 2D, mais allez voir sur Internet. C'est vraiment, on se demande comment est-ce que ça arrive au cinéma. Comment c'est passé en fait. Mais là, je trouve que c'est vraiment un clin d'œil aux gamers. Oui, c'est ça. Mais super mal fichu. Oui, vraiment mal fichu là pour le coup. C'est même pour la rupture entre celui-là et l'ambition affichée du 7ème. Il y a un gouffre. Ouais. Mais Rachel Talalay avait l'air d'un peu le désavouer, le 600. Elle dit la 3D c'était mon idée, mais. Oui, donc. Oui, vas-y. Non, mais justement, je dis, elle a désavoué, elle a bien fait d'arrêter pour laisser la place au maître. Au maître, Wes Craven, donc qui reviendra. Et là, pour le coup, ce sera l'un des Freddy, en tout cas jusqu'ici, avec la plus longue durée de production, puisqu'on va rester 3 ans sans voir un Freddy arriver au cinéma. On aura Freddy sort de la nuit, donc en 1994. Écrit et réalisé par Wes Craven. L'idée qu'il avait pour le 3 qui avait été abandonné, et puis allez, on y va quoi. Christophe, on te laisse quand même l'honneur de parler, de pitcher. Celui-là, allez, j'ai juste remettre une petite mise en contexte en fait. Au moment où il arrive, donc comme disait Vladimir, au début des années 90, on essaie de tuer toutes les grandes icônes des années 80. Et à un moment donné, après l'avoir tué de manière définitive, à tous les sens du terme, parce que je sais même pas comment on en est revenu de Freddy 6, tellement il anéantissait tout. Mais on se dit comment le faire revenir. Et à ce moment-là, il y a
très clairement, on tue les idées, les icônes des années 80, et soit on revient aux origines du fantastique en faisant des remakes de Dracula, Frankenstein ou autre, ou on commence à rentrer dans la déconstruction de ce qui précède. Et tout le cinéma hollywoodien s'y met, donc le cinéma d'action va faire ça avec Last Action Hero, qui on a encore une fois rupture du 4e mur, on expose les codes du genre et tout le truc. New Line va produire L'Antre de la Folie, qui sort dans la même période que Freddy 7, L'Antre de la Folie, qui parle justement des mécanismes de la peur, du fantastique et tout ça, avec un personnage qui se rend compte que c'est un être de fiction. Et Wes Craven se dit, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est on a l'idée que Freddy revient hanter ses propres créateurs. Exactement. Parce qu'il y a cette idée que je trouve très belle, que si on l'oublie, les récits il devient dangereux. Récits sont destinés, les récits d'horreur sont destinés à enfermer des créatures réelles qui ne peuvent pas surgir dans notre réalité tant qu'elles sont emprisonnées dans les histoires. Et si l'histoire s'arrête, la créature devient libre et peut revenir dans notre réalité hanter les gens. Et Wes Craven est contraint de réécrire une nouvelle histoire par ses rêves, en gros, par ses rêves, et doit inciter, doit faire en sorte que Heather Langenkamp, quel nom, désolé. Donc c'est l'actrice qui incarne Nancy, l'actrice qui incarne Nancy doit reprendre son rôle pour affronter Freddy une dernière fois parce que c'est la seule qui peut le vaincre, vu qu'elle a incarné le premier personnage à l'avoir vaincu. C'est ça. Et donc beaucoup des acteurs du premier film viennent et reprennent leur rôle. Bon, Johnny Depp n'est pas là, mais tu sais d'ailleurs, que Wes Craven, tu veux, allez, je te laisse. Vas-y. Wes Craven n'a pas osé demander à Johnny Depp de revenir, et Johnny Depp lui a dit après, j'aurais bien voulu jouer dedans. Alors, apparemment, Johnny Depp a fait un caméo dans le 6. Oui. Mais moi, j'ai pas vu. Dans la télé, à un moment, quand il dit dans la télé, c'est votre cerveau, et puis il casse un œuf et il dit ça, c'est votre cerveau sous la drogue. Dans la télé. Je suis vraiment passé à côté. Mais pour le 7, oui. En fait, ils n'ont pas osé se le dire à l'un l'autre, et tous les deux ont été un peu déçus après. Et donc, comme tu disais, la particularité de ce film, c'est que chaque acteur joue lui-même, en fait. Oui, tout à fait. S'incarne. Des versions un peu, malgré tout, fictionnelles d'eux-mêmes. Je pense que Robert Englund ne peint pas, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, ça, je sais pas. Voilà, c'est des trucs. Ah, je pensais que c'était pour de vrai, moi. Ils en jouent, ils amènent des petits trucs un peu comme ça. Mais je trouve que là, tu sens que Craven, à ce moment-là, il a envie de sortir aussi de l'horreur, quoi. Il a envie de faire des choses plus ambitieuses, ça c'est clair. Et quelque part, il répète il fait une version plus spécifique à Freddy de ce qu'il fera avec Scream plus tard. C'est-à-dire qu'il commence à être considéré comme un maître, il est un routard du genre, et en même temps il a envie de s'en extraire, et en même temps de faire des choses plus par rapport ambitieuses. à ce que tu dis, moi j'ai vraiment cette sensation quand j'arrive à la fin du film. Bon voilà, j'évoque déjà la fin du film, mais j'explique pas le détail qui fait que, mais en gros j'ai vraiment l'impression de voir une lettre d'adieu, moi. Surtout quand tu arrives à la toute fin du film, tu vois, où elle lit le scénario, et tu vois le petit mot de Wes Craven qui dit voilà, j'espère qu'on va pouvoir l'enfermer maintenant. T'as vraiment l'impression qu'il clôt un chapitre et qu'il dit voilà, maintenant faut arrêter avec Freddy, les gars. C'est assez touchant, même. Ça suffit, oui. Je trouve que chaque personnage est très touchant. Et moi, je suis très surpris à chaque fois que je sors du visionnage du set de sortir comme un petit effet mélancolique, en fait. Oui, exactement. Il y a un côté. Il y a aussi, par rapport à l'ancrage de la réalité, on dit qu'ils jouent un peu des rôles d'eux-mêmes, mais Wes Craven s'est quand même un petit peu inspiré de ce qui était arrivé à son actrice principale, qui s'est fait stalker, en fait, par un type qui n'était pas Freddy Krueger, hein, mais heureusement. Heureusement. Voilà, je sais pas, je préfère en limite, je sais pas. La question du jour, tu préfères un vrai stalker ou Freddy Krueger? Je sais pas. Il joue beaucoup, je trouve que le film a un peu de mal à se mettre en place à mon sens. Après, ce serait intéressant de savoir un peu ce que tout le monde en pense, mais je trouve qu'à un moment, notamment quand tu as John Saxon, le moment pour moi où ça fonctionne vraiment bien, c'est justement quand Heather est contrainte de reprendre le rôle de Nancy, elle fait venir l'acteur John Saxon qui a interprété son père, et d'un coup John Saxon se met à lui parler, il redevient le truc. Je trouve que la transition est vraiment super bien gérée. C'est super bien fait. Et il y a ce moment où Nancy alors s'aperçoit qu'elle est habillée comme dans Les Griffes de la Nuit, se retourne et s'aperçoit qu'elle est devant la maison, la maison totem des Griffes de la Nuit, et doit rentrer. C'est là qu'elle redevient Nancy, littéralement. Tout à fait. D'ailleurs, elle Yes Daddy, je sais pas. Je trouve que c'est une scène que Wes Craven refera presque littéralement dans Scream 3. Hein. Quand on a Sid qui arrive dans le studio et qu'elle se retrouve devant la reproduction de sa maison, les deux, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la même séquence, hein, un peu de choses près. Je trouve que le principe de mise en abîme est d'ailleurs mieux tenu dans Les Griffes de la Nuit, ne serait-ce que parce que c'est très spécifique là, à ce moment-là. Et je pense parce qu'il y a le côté fantastique que tu n'as pas dans Scream. Il y a le côté fantastique. Fantastique, pardon, je te coupe, mais le côté fantastique aide à cette mise en abîme qui s'établit à 100% visuellement pour le spectateur. En fait. Mais je trouve que ça fonctionne très bien, que c'était idéal pour Freddy en fait, dont j'apprécie bien le look. Je sais pas ce que tu en penses toi, Vladimir. Alors du film ou du look de tout. Alors moi le film je l'aime beaucoup. Je dis souvent avant
à la premier visionnage, je me suis dit, mais si on enlève le côté méta, il n'y a plus grand chose, mais enfin, ça veut rien dire. Mais c'est un peu un truc, quand je vois des gens faire des classements de la saga Freddy, je fais comment tu mets le 7 dedans en fait, parce que il est tellement étrange. Mais moi, ce que j'adore dans le 7, en fait, c'est que malgré le côté qu'il enlève un peu tout ce qu'il y a eu avant, etc., il y a un retour de la dramaturgie qui n'y avait pas du tout dans les autres, en fait, où dès le 2, on entre beaucoup plus un peu dans le côté rigolard, etc. Donc déjà, j'apprécie énormément le côté qu'on revienne un peu à un côté vraiment horrifique des origines. Et même, on sent à fond le brouillon de Scream, etc. Et je pense que à mon avis, Freddy 7, sans ce film-là, il y a pas mal de films qu'on n'aurait pas eu, indépendamment de Scream, etc. Exactement. Sans même le savoir. Alors, peut-être Matrix 4 qui est sorti récemment, je dis pas qu'on n'aurait pas eu Matrix 4, mais peut-être qu'on n'aurait pas eu des films de ce type-là sans un film comme ça. Alors je sais pas si avant 94 on avait déjà eu un film qui se permette d'être aussi méta. L'Entre de la folie qui est dans la même période. La même année, 94 les deux, mais vraiment dans le même. Ouais, mais dans une saga populaire, je sais pas si ça. Je pense que c'est vraiment le premier qui allait aussi loin. Et on n'est pas dans la nuit américaine, quoi. Non, c'est vrai, non, t'as raison. Donc moi, c'est théoriquement un de mes préférés. Ouais, donc moi j'adore ce film-là. Je suis pas spécialement fan du design de Freddy, cela dit, mais bon, ça c'est il n'y a pas vraiment raison de le critiquer, il est juste différent parce que c'est pas le même Freddy, effectivement. Ouais. Et bêtement, par rapport à la mythologie de Freddy en lui-même, la toute fin, la mort de Freddy te laisse. Enfin, la séquence de fin qui se passe dans une espèce de fournaise infernale, comme ça, c'est la première fois qu'on fait vraiment explicitement référence au diable. Parce que depuis le début, Wes Craven, dès le making-of du premier, il dit oui, non, c'est une figure vraiment du diable, représentation du diable, etc. Moi, j'aime beaucoup le 7 en tout cas. Mais il est flippant, hein. Moi, je le trouve hyper flippant. Il est super angoissant. Parce que tu te dis, ok, tu sais que non, mais tu te dis, ok, donc ça arrive vraiment aux acteurs, ça peut aussi m'arriver. Tu as vraiment ce truc quand tu es un peu plus jeune, comme ça, tu te dis, wow. Moi, je regrette, je ne l'ai pas vu étant ado, je l'ai vu étant adulte. Et donc, je pense que c'est comme ma vision de Blair Witch quand j'avais 14 ans m'a traumatisée. J'aurais adoré être traumatisée par Freddy, par le 7, quoi. Mais, je pense, moi, je ne l'avais pas vu en salle, je ne suis pas sûr qu'il est sorti en salle ici à Liège, en tout cas. Du reste, contrairement à l'Antre de la folie que j'avais vu en salle et qui m'avait vraiment du coup troublé quand j'étais sorti de la salle. D'autant qu'il se termine dans un cinéma et puis toi t'es là. Voilà, celui-là. Freddy sort de la nuit, tu vois, d'ailleurs c'est assez marrant de voir que le titre original c'est vraiment Wes Craven's New Nightmare, donc il y a vraiment cette idée de placer Wes Craven comme la pierre angulaire du projet, et tu vois que comme je dis, c'est quelqu'un d'assez érudit. Craven, c'est le fils de Baptiste, très croyant. En fait, il y a toujours eu un rapport. Je pense il a eu toujours une distance par rapport à l'horreur. Je pense qu'il a toujours décortiqué d'une certaine façon pour bien la maîtriser. Et là, le lien avec le conte devient évident. C'est vraiment Hansel et Gretel, je veux dire. Et Freddy, d'ailleurs, à nouveau cité. Freddy a vraiment le profil d'une sorcière dans celui-là. Vraiment, je trouve qu'il a vraiment ça. Et Craven avait déjà parlé des contes dans Le sous-sol de la peur, qui est un très chouette film d'ailleurs. Il est vachement bien celui-là. Tout à fait. Et là, tu vois qu'il a une stature, Craven, qu'il assume ici. Et je suis assez d'accord avec la vision qui est là, cette fois-ci, j'en finis. Quoi. Ça se termine avec c'est l'histoire d'un film. Et ok, Freddy, maintenant, c'est terminé, les gars. On passe à autre chose. Il y a peu de films qui auront réussi à mettre une espèce de point par peut-être Jason X. Mais... c'est vraiment dans le système de production. Je trouve culotté de la part du New Line de repartir sur quelque chose d'aussi ambitieux pour clôturer une saga à son 7e film, quoi. Quand on voit où les autres vers quoi elles ont évolué, que ce soit Halloween, Jason, généralement ça part en freestyle complet. On avait parlé de Bob Shaye au début, le producteur de la saga, qui apparaît du coup dans le film aussi, littéralement. Donc c'est ça que je me dis, tu sens qu'il est vraiment impliqué artistiquement, pour accepter un truc pareil. C'est un peu magique de les voir. Moi, j'adore ça, et le côté aussi que Wes Craven soit vraiment aussi revenu à l'idée qu'il avait de Freddy, qui soit justement un peu moins guignol, un peu plus sombre, un peu plus. Enfin, le film, il a quand même toujours un côté, il y a quand même de l'humour. Je dis pas que c'est hyper déprime comme film, mais Wes Craven revient à son idée de Freddy un peu moins pipi caca lol. Ça fait du bien, vraiment. En les revoyant tous de suite, ça fait du bien vraiment de revoir le retour de la dramaturgie, quoi. Et d'une vraie ambition narrative aussi. C'est très surpurprenant. C'est vrai qu'à chaque fois que je le revois, j'ai la même truc. Je me dis, mais c'est fou. Il est cohérent. La scène de l'enterrement, d'ailleurs, où il y a d'ailleurs un caméo de l'acteur du copain de Tina du premier sur un plan très rapide. On voit vite fait, mais oui. Mais qui fait vraiment écho à celle du premier. Il y a plein de choses qui font vraiment écho directement au premier. Puis la scène de discussion entre du coup Heather Langenkamp et Wes Craven dans le film est super, je trouve. Et que t'as justement qui se termine où en fait on voit l'écriture du scénario. Alors ça, niveau mise en abîme. Ah oui, tu peux pas aller plus loin. C'est fabuleux, hein.
Mais donc oui, Wes Craven veut donc arrêter la série et il n'y arrive pas parce que nous avons Freddy contre Jason qui arrive. Qu'on a déjà évoqué. Qu'on a déjà évoqué. Alors, pour nos auditeurs. si vous voulez nous entendre parler de Freddy contre Jason, vous pouvez écouter l'épisode sur vendredi 13, qui est pas très loin. Je suis pas sûr qu'on a grand chose de plus à dire. Exactement. Peut-être s'il fallait reparler du film, mais via le prisme de Freddy, mais je vois vraiment pas ce qu'on pourrait en dire de plus. Mais qu'il est... Freddy gagne. Il est très, très, très guignol dans celui-là. Il est très, très... C'est un peu triste de se dire que c'est la dernière fois qu'il a joué. T'as envie de dire... Moi, j'ai l'impression c'est comme si à chaque apparition, pour moi, c'est comme s'il faisait... mais comme tu dis, finalement, il y a un truc à dire, c'est qu'on revient vraiment au Freddy de Freddy 6, en fait. Exactement. Ouais, c'est juste. C'est Ronnie Yu, quoi. Par contre, je vais juste réagir là-dessus. Je suis pas d'accord, par contre, sur le Freddy 6. Moi, je trouve qu'il prend plutôt le Freddy un peu guignolesque du 4, et que, pour résumer, qui avait le côté comic book, un peu comic book, mais qui n'allait pas au bout de son délire. Donc voilà, ça c'était Freddy contre Jason en 2003. Mais si vous voulez en savoir plus, écoutez le podcast sur vendredi 13. Il y a quand même une petite chose à dire par rapport à la production de ce film. C'est le film pour lequel ils ont mis le plus de thunes dans la promo. C'est pour... Donc tu te dis quand même, c'est un petit peu triste. C'est un gros combat de catch. Ils ont mis énormément de thunes et les acteurs qui étaient aux premières, vraiment, ils l'ont mis vraiment en avant, quoi. Maintenant, on est en 2003, on est presque 9 ans après. 9 ans après. C'est énorme. Et alors là arrive le reboot. Le remake. Remake. Alors je vais me tourner vers Chris. Exactement, c'est vraiment un remake. C'est vraiment un remake. On va l'expliquer pourquoi. Alors ça s'appelle. Il faudrait me refaire des trucs entre les. Il faudrait que je revoie Scream 5 pour revoir le remake. Alors ça s'appelle donc Freddy, les griffes de la nuit. C'est sorti en 2010 et c'est le dernier film des vagues de remake de films d'horreur classiques. Qui avait été amené par la boîte de production Platinum Dunes. Donc ça a commencé par Michael Bay, voilà, c'est ça tout à fait. Le Pipito Booper, Jurassic Park et Michael Bay, ça c'est pour moi. Oui, en gros, voilà, Platinum Dunes, c'est une boîte de production qui est née, je crois que c'est vraiment au début des années 2000, je crois qu'elle est née en 2001. Et ils se sont tout d'abord spécialisés dans des remakes de ces films d'horreur-là. Il y a eu Vendredi 13 qui est passé. Il y a eu Massacre à la tronçonneuse. Et Halloween, c'est eux ou pas? Et alors, Halloween, Halloween, c'est pas eux. Amityville. Amityville, tout à fait. Et alors, effectivement, Freddy, en fait, c'est le dernier de cette vague de trucs. Après ça sera les Tortues Ninja et des films originaux. Enfin. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a les Tortues Ninja après, mais oui, après Freddy, il y a les Tortues Ninja. Le côté et donc, voilà, souterrain. Et donc, Les Griffes de la Nuit en 2010, réalisé par Samuel Bayer. Là, pour le coup, Chris, on est d'accord, c'est un vrai remake. Pourquoi tu me demandes ça? C'est une vraie parce que parler de celui-là. Vas-y, je t'en prie. Alors, écoute, moi déjà à la base, j'ai découvert ça pour le podcast, mais donc Samuel Bayer, c'est quelqu'un que je devrais, non pas le film, mais le réalisateur. Du coup, en fait, c'est un gars qui a fait très très peu de films. C'est un gars qui est surtout dans les clips à la base. Et notamment c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup parce qu'il a fait des clips notamment de groupes comme Iron Maiden, The Offspring, mais surtout Green Day qui était mon groupe d'adolescence, que j'aime toujours maintenant. Mais donc c'est vraiment il a. Je suis en train de calculer dans ma tête. Non, il a bossé avec vraiment énormément de groupes et du coup je ne sais pas pourquoi on est venu le chercher pour faire ce film par contre, mais du coup que de manière générale c'est un peu le dernier de la vague comme tu disais, mais de tous les remakes qu'il y a pu y avoir, bon je vais dire slasher pour aller au plus simple, mais si on compare avec le remake de Massacre à la tronçonneuse, de Halloween du Rob Zombie, que moi c'est deux trucs que je trouve qui se tiennent mais qui ne me parlent pas spécifiquement, ou le remake de Vendredi 13 que moi j'aime pas du tout. Mais alors celui-là, je trouve vraiment qu'on est au niveau zéro, mais zéro. Alors là, je crois qu'une des particularités du film, c'est que il a revu le premier. Il a vu c'est quoi les séquences iconiques du premier. On les a évoquées au début de l'enregistrement. Il a tout refait et mal. Exactement. C'est vraiment tu n'as aucune empathie pour aucun de ces personnages. C'est vraiment le pire ce qui peut se faire en termes de remake de manière générale. Alors que là, il y avait un casting, il y avait Rooney Mara qui reprenait le rôle de Nancy, qui aurait pu être très 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 bien. Mara, quoi. Il y a une des premières, on parlait justement de la règle de ne pas montrer la transition du rêve du monde réel au rêve, et là pour le coup, il pète complètement cette règle-là parce que le premier, c'est-à-dire que tu as un plan d'ensemble où tu vois le personnage d'une des premières victimes qui s'endort. Et au moment où elle s'endort, il y a tout le décor autour d'elle qui part en éclats, qui vole et qui devient le décor de la chaudière décrépite et tout ça. Donc en un plan, tu as tout ça. Donc là, tu as vraiment un usage des effets spéciaux. Le monde des rêves, directement, un truc, c'est tout. Et en plus, c'est vraiment juste, c'est sombre, c'est noir, c'est glauque. Enfin, tu peux pas t'y tromper, tu es dans un cauchemar, ok, c'est bon, voilà. C'est d'autant plus fou qu'à. C'est premier degré à mort. L'arrivée du numérique, en plus, aurait pu
procurer des moyens de faire des scènes de rêve qui avaient une vraie ambition, tu vois, sur le truc. Je veux dire, une utilisation intelligente du numérique, d'effets prosthétiques et tout ça, qui aurait pu te dire de franchir les limites qu'il y avait dans les films précédents, parce que c'est une technologie qui peut quand même ouvrir plein de potentiel. Et tu vois qu'on reste et là, pour le coup, on s'est servi du numérique, mais notamment pour la figure de Freddy qui passe à travers un mur et qui est immonde. Catastrophique. Mais à l'époque, déjà en 2010, c'était déjà hideux. Mais même, et puis, c'est pas amené, c'est pas la scène du bain et du gant, alors elle est encore présente, mais ça ne se termine pas par le corps de l'héroïne qui est entraîné dans le fond de dans la flotte, et donc tout le côté cauchemardesque en fait de la scène se perd totalement. Et après, il y a même le personnage de Freddy en fait qui est redéfini. Là, je serais curieux d'avoir un peu l'avis de tout le monde, parce que moi je trouve que c'est une redéfinition qui était intéressante mais qui fonctionne pas du tout. L'idée en fait qu'à un moment on croit qu'il est innocent. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, c'est ça que je disais tout à l'heure, qu'on reprend ce truc de le pauvre. Oui, exactement. Mais c'est très années 2000 ça. Dans les années 2000, le méchant, il est pas méchant, il peut pas juste être méchant quoi, je trouve que c'est justement un des gros problèmes avec celui-là, d'autant que on revient à l'idée, on ne le définit pas comme un tueur d'enfants, mais comme un pédophile présumé, c'est-à-dire qui aurait été accusé à tort, présumé à tort par les ados qui sont tourmentés dans le film. Et donc, à un moment donné, l'idée qui est développée, c'est qu'il a été brûlé vif par des parents sur base d'accusations des enfants qui auraient été fausses. Et donc, les personnages principaux, à un moment donné, on t'amène presque à prendre le parti de Freddy, dont tu pourrais te dire que sa vengeance peut être quelque part légitime. Il a été accusé à tort et il se venge. Même dans son look, je trouve que le côté on se rapproche de la vérité des grands brûlés et tout le truc lui confère une espèce de côté plus pathétique qu'effrayant. Mais t'as littéralement au moment les deux personnages principaux qui arrivent et qui disent qu'ils ont découvert que les parents ont brûlé Freddy en gros, et que ils l'ont tué parce qu'ils ont cru directement ce qu'on disait, ils n'avaient aucune raison, et qu'en fait on est là mais je trouve que du coup ça n'a pas non plus de cohérence d'avoir un tueur aussi sadique. Parce que même s'il voulait se venger et tout le truc, pourquoi est-ce que du coup il aurait ce système de griffes et des trucs comme ça, tu vois, qui en plus ne vient de nulle part. Quand ils font ça avec Candyman, ils disent on lui plante un crochet dans le moignon parce qu'on lui a coupé la main et tout le truc, ça fait sens. Là, c'est juste pourquoi est-ce qu'il ferait un truc aussi ingénieux que des griffes alors que c'est un innocent potentiel. Et évidemment, en plus, c'est pas le cas, forcément. Oui, surtout qu'en plus, ils font du rétropédalage complet dessus. Alors qu'on soit d'accord ou pas, tu te dis, mais en plus, ils l'assument même pas, quoi. Donc, et puis de toute manière, qui a cru, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est qui peut croire qu'à un moment donné on va vraiment faire de Freddy Krueger un martyr. Ça n'a aucun sens. Là, je pense que ce qui fait que la figure fonctionne, c'est qu'elle est 100% démoniaque, justement. C'est ça. Mais ce qui est drôle dans le casting, c'est donc Robert Englund ne reprend pas son rôle. Et on a un autre acteur. Et c'est lui qui propose. En fait, c'est Robert Englund qui propose. Jackie Earl, j'arrive jamais à le prononcer correctement. Je ne sais plus son nom. C'est parce qu'il l'a vu dans Watchmen. Exactement. Et il l'a trouvé incroyable dans Watchmen. Voilà. Ouais, c'est Rorschach. Et donc il se dit prenez ce gars-là. Mais ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous avez vu, ce gars en 2006 joue dans Little Children, où il joue le rôle d'un pédophile qui s'installe dans un quartier et que tous les parents ne veulent pas qu'il soit là. Donc il joue déjà ce rôle de pédophile 4 ans avant. Il a un visage un peu inquiétant. Ça dit. Oui, si avec ça, je trouve que c'était quand même un bon choix de casting en fait pour Freddy. Moi j'ai plutôt cette impression quand même. Oui, mais si on aurait pu le garder à ce moment-là, mais vraiment 100% démoniaque, quoi. Tu vois, et vraiment rentrer à ce moment-là dans de l'horreur pure, un peu. Parce que je parle de Little Children, mais dans Little Children, il a vraiment, il a cette tête, mais il a toujours l'air très malheureux, donc tu dis mais non, en fait on s'est trompé, il est pas vraiment... Enfin, ça fait très très longtemps que j'ai vu ce film, je viens d'ailleurs de vérifier si c'était bien lui, et c'est maintenant que ça me frappait. Il y a vraiment ce truc où tu as de l'empathie pour le gars et en même temps il est coupable, et donc pour moi il y a un parallèle avec Freddy assez fou, quoi. Mais justement dans ce remake, la scène où on est témoin en fait de la façon dont il s'est fait emprisonner et brûler, il a l'air pathétique là aussi. Là aussi, il y a de l'empathie qui joue. Mais ils le mettent clairement en position victime dans la scène. Ça me dérange, pas par rapport à la thématique ou quoi, mais par rapport au personnage de Freddy. Ça n'a rien à foutre là. Exactement. Je suis assez d'accord. On aurait pu s'en servir pour faire autre chose. C'est ça. C'est intéressant, effectivement. Que dans Little Children, c'est très très bien. Mais moi, alors, par rapport à ce film-là, peut-être ça va être un peu compliqué à expliquer. J'espère que je ne vais pas être trop éparpillé, mais. Indépendamment de l'aspect visuel dégueulasse du scénario, du film qui ne fait que citer son film original sans jamais aller plus loin que ça, et comme tu dis, par exemple la scène de la salle de bain, il ne fait que sortir le gant, mais juste voilà, on a repris la scène, voilà, bravo. Mais c'est qu'en fait
Oui, ça va pas être très clair. Pour moi, c'est le même problème que j'ai avec Jurassic World, c'est le fait qu'ils aient anthropomorphisé les dinosaures. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, ils ont anthropomorphisé Freddy, dans le sens où, à la base, c'est ok, il a forme humaine, donc forcément, c'est là que ça peut être un peu, on peut critiquer ce que je veux dire. Mais il est métamorphe. Mais il est métamorphe. De base, oui, c'est qu'en fait, c'est un monstre, c'est un démon. Il est 100%, même s'il a été humain à un moment, il est 100% dans le fantastique. En fait, là où on est dans un truc où, dans ses punchlines, c'est vraiment un comportement très humain, en fait, c'est vraiment de gros stalkers dégueulasses. Et en fait, je trouve qu'on dirait un peu c'est un peu comme, c'est quoi l'histoire de Freddy? C'est un peu comme quand on te raconte un truc que t'as pas vu. En fait, c'est ce mec-là, tu vois, qui est dans les rêves. On dirait un peu un film qu'on t'a raconté comme ça. Juste, en fait, on te met tout comme ça en mixeur, mais moi, je trouve vraiment l'utilisation du personnage est dégueulasse. C'est surtout que d'un côté, tu humanises Freddy, mais tu humanises pas les victimes. Tu humanises pas les autres personnages. En fait, il reprend ce truc que dans les autres slashers, que tu as Jason ou Michel ou Michael Myers, tu as ce truc où oui, il attaque les filles, les garçons, mais il n'y a pas de côté lubrique dégueu. Que là, dans Freddy, il joue juste. Enfin, il y a ce côté dans les anciens Freddy, mais ici, tu as vraiment ce truc de. Il fait juste vieux dégueulasse, en fait. Il fait juste vieux dégueulasse. Mais même il y a une vraie culture de la punchline dans les Freddy, avec toutes les expressions, et que là. Alors, il y a ce truc-là aussi où, effectivement, on dirait qu'il essaie d'en sortir. Mais vraiment, tu vois, dans l'écriture, à tous les niveaux, dans la gestuelle et tout, mais c'est pas Freddy. C'est facile de dire ça. C'est un super acteur. Oui, c'est un bon acteur et tout. On dirait qu'il n'est pas bien dirigé, quoi. Il y a un truc, même ils l'ont maquillé, ils ont rajouté du CGI par-dessus. Mais vraiment, le film est visuellement hideux. Ouais, c'est pas joli. À part le meurtre de la mère à la fin, que je trouve relativement cool entre deux guillemets, mais c'est ça quoi, mais c'est un peu une des seules idées du film en termes de mise en scène. Mais oui, en plus de grosses facilités de faire oublier à tous les enfants ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, c'est un peu simple aussi. C'est-à-dire que vous êtes tous traumatisés, vous avez tout oublié jusqu'à vos 16-17 ans. Ah non, vous avez été abusés, mais plus personne ne s'en souvient. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Mais en fait, je voulais venir par rapport au côté un petit peu. Le film est moche, mais en fait, je suis pas totalement d'accord avec ça, notamment dans les logiques de série B. En fait, on avait un peu évoqué le sujet quand on avait parlé des Vendredi 13, qui là, pour le coup, sont généralement des budgets complètement fauchés. Les premiers Freddy, c'était des budgets un peu fauchés. Et ça se voit même dans le premier, à certains moments. Et le truc que je trouve sympa avec ces remakes qui sont arrivés dans les années 2000, c'est que l'évolution des techniques aidant, même avec un budget beaucoup plus faible, en réalité, il y avait moyen d'avoir une vraie qualité en termes de photos, en termes de décor, etc. C'est juste dommage de voir ce qu'ils en font en fait pour un remake. Mais en réalité, voir un remake comme ça aurait du sens par rapport à la qualité esthétique, à la qualité des décors ou de la production value que tu pouvais avoir dans un Freddy en 1984. Avoir un Freddy en 2010, ça aurait pu avoir du sens. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas une scène qui a. Pour revenir au meurtre originel, le meurtre fondateur, donc le meurtre de Tina dans la saga Freddy, qui laisse une scène inégalable, qui est trop cut, trop voilà, son remake, ça atteint pas à un seul moment l'intensité du premier. Exactement. Peu importe la technologie, c'est juste à côté. Il y a toutes les scènes, elles sont juste là pour faire joli. T'as l'impression du genre, on n'a pas oublié les mecs, les vrais moments du film. Mais après, ils ont fait quoi? Enfin, que dalle, quoi. Exactement. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent, je trouve par exemple dans les 4 grands remakes de slasher, et j'aurais encore utilisé ce mot, mais je trouve par exemple le Halloween de Rob Zombie et le Massacre à la tronçonneuse de Marcus Nispel, c'est pas des films moi que j'aime beaucoup, mais je trouve effectivement qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie relecture, il y a une vraie esthétique que tu peux vraiment pas prendre les films à défaut à ce niveau-là. Même peut-être pas, mais le remake de Vendredi 13 que moi j'aime pas du tout, mais je trouve qu'au moins il arrive. Moi je trouve qu'il y a aussi ce côté que ça fonctionne à l'image. Je le trouve au moins intéressant en fait ce film-là à pas mal de niveaux. Là où vraiment, je me rappelle la première fois que j'ai vu le remake de Freddy, j'ai vraiment c'est un des rares films où vraiment j'ai rien vu quoi. Je trouve pas le film intéressant. Je trouve qu'à aucun niveau le film à un moment essaye de. T'as pas la jubilation grand guignolesque que le personnage peut avoir, qui a une notion importante surtout à partir du 3e. T'as pas de frayeur. On va en parler parce que le film n'est pas non plus cauchemardesque du tout. Même cette jumpscare il tombe à plat. C'est ça, les jumpscares sont celui est dans le lit là. T'as un déport de l'empathie qui va sur Freddy plutôt que sur les victimes. Je veux dire, quelque part, t'as l'impression que tous les choix sont faits un petit peu en dépit du bon sens. Oui, t'as l'impression que le mec il s'est dit en fait, moi je vais faire un truc super intelligent, je vais retourner l'empathie. Non, mec, tu ne retournes pas l'empathie. C'est un peu le risque. On veut détester Freddy. C'est un peu le risque avec tous ces remakes. C'est en fait, c'est l'image qu'on pense avoir gardée du truc et en fait, on prend cette image là et on n'essaye pas d'en faire autre chose. C'est
c'est le problème du vendredi 13, mais bien que le vendredi 13 est intéressant. Mais dans Halloween de Rob Zombie joue là-dessus aussi, mais c'est plus intelligent. Je dis pas que c'est fabuleux. J'ai vraiment aucun souvenir. Non, mais je pense que Rob Zombie fait quand même une vraie réappropriation. C'est ça, c'est-à-dire que même on peut. Ici, c'est pas assumé, quoi. Je vais changer un peu la thématique, mais en fait non. Mais en fait, oui, parce qu'il y a un truc qui change énormément dans celui avec Rob Zombie, mais je vais te laisser le dire. Oui, c'est-à-dire qu'on s'attarde très longtemps sur l'enfance de Michael Myers, et quelque chose qui est intéressant pour moi dans le film, c'est que même si on te donne peut-être des clés, des pistes sur l'idée pourquoi il est devenu psychopathe et tout le truc, c'est qu'en fait, notamment le personnage de la mère de Michael Myers, tu vois que ça lui échappe complètement et qu'elle voit son garçon qui devient de plus en plus monstrueux pendant toute la première heure du film, avant qu'il ne devienne vraiment Michael Myers. Et ce côté-là, j'arrive pas, c'est impossible, il y a personne qui peut le récupérer, il s'enfonce de plus en plus. Ça amène quelque chose. Exactement. Malgré tout, quoi. Je trouve que d'ailleurs après quand il fait vraiment le remake en lui-même, voilà, ça perd de son intérêt à mon sens. Au moins cette partie-là essaie de proposer quelque chose. Il essaie de tenir la ligne tout le temps pour qu'on en arrive quand même à Michael Myers tel qu'on le connaît. C'est quand même le Michael Myers du truc. C'est ça. Qu'ici on est vraiment en train de dire oui, mais s'il est méchant, c'est parce qu'il a souffert. Oui, parce que comme il a tué personne quand il était Freddy, quand il était vivant. Ça en fait pas un tueur de gosses. Et donc effectivement, ce côté-là se perd complètement. Et du coup, l'horreur ne devient pas effrayante, elle devient malsaine, mais dans un mauvais sens. Il y a un bon film d'horreur et un mauvais film d'horreur. Ok, je crois que c'était une bonne façon de conclure en fait cette émission. On est déjà, je crois, plus d'1h30. C'était super, c'était cool. Voilà. C'était beaucoup plus court que vendredi. On a fait plus court, c'est incroyable, mais on a réussi à faire plus court. Il y a moins de films en même temps. Voilà. Mais vraiment, merci, c'était super de vous avoir. On va maintenant aller en discuter encore pendant 4 heures. Exactement. Donc merci à vous et surtout, on se revoit peut-être pour Halloween ou. La saison de l'année. Ouais, on a plein de sujets. On a plein de sujets à faire. On va faire. Vous allez être notre groupe spécial film d'horreur. On le sent. Et détraqué, quoi. Voilà. Et on abordera toujours à chaque fois le remake à la fin. Oui, voilà, que ce soit une série où il y a un remake à la fin sur lequel on va pouvoir baver. Exactement. Ça fait du bien à la fin. Moi, on peut faire Massacre à la tronçonneuse avec grand plaisir. Ah non, j'ai pas envie de revoir le 3 et le 4. J'ai pas envie. Il y en a tellement. En plus, là, il faut que c'est une de celles que je connais le moins. Parfait. Je garde mon anecdote pour quand on aura coupé, comme ça je vous la garde pour l'épisode spécial Massacre à la tronçonneuse. Ok, et alors voilà, on se donne rendez-vous. Là, Vlad pourra vraiment tout à fait légitimement dire qu'il a fait pipi à côté de Toby ou pas. Je vous dirai toutes les anecdotes que vous ne savez pas. Merci, à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle. Vincent, t'oublieras pas de racheter du popcorn ?